Euh, alors bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence nombreuse, que ce soit ici dans cette salle ou en ligne. J'espère que tout le monde m'entend. Nous avons un chat s'il y a des problèmes techniques. N'hésitez pas à nous les signaler. Alors je dois dire qu'avec mes collègues de l'équipe d'IDEA, on est vraiment très heureux de l'affluence à ce séminaire aujourd'hui, alors que la période de congé d'été vient tout juste de commencer. On a le plaisir d'accueillir pour cet événement un visage bien connu d'IDEA, en la personne de Muriel Boucher. Donc Muriel, comme vous le savez, est l'ancien directeur de notre laboratoire d'idées. Et après son départ l'année dernière, nous avons, au moment d'élaborer de notre programme de travail, nous avons émis le souhait de travailler sur la thématique des finances publiques au Luxembourg, et nous avons donc convenu avec Muriel d'un partenariat pour réaliser cette étude qui va vous être présentée aujourd'hui et qui a été publiée il y a un mois de ça et qui est déjà disponible sur notre site internet. Je tiens à remercier Muriel pour la qualité du travail et les échanges que nous avons eus durant la préparation de ce document. Je remercie également, et c'est important, toute l'équipe d'IDEA qui a contribué activement à la préparation, ainsi qu'aux membres du conseil scientifique, dont certains sont présents également, dont son président Jean-Jacques Romeus, que je salue, mais aussi les membres du conseil d'administration d'IDEA et son président Michel Wurt, qui est également présent, que je salue également. Alors, le document de travail que nous vous présentons ce matin, c'est un document de travail, je dirais, qui est à la fois original, dans le sens où la méthodologie qui est utilisée, la profondeur de l'analyse, n'a pas, à notre connaissance, en tout cas, d'équivalent dans une autre étude ici à Luxembourg. Mais c'est aussi un document de travail très utile parce qu'il nous permet de verser au débat sur la gestion de la dépense publique des conclusions que je pense, en tout cas personnellement, relativement robustes, mais aussi et surtout, et c'est probablement ce qui est le plus important, parce que je crois que ça ouvre de nombreuses réflexions pour les mois et les années à venir. Euh, Quelques éléments de contexte, je crois qu'il faut bien garder à l'esprit quand même que malgré les récentes annonces plutôt bonnes en matière de recettes fiscales, nous sommes toujours dans un contexte de tension sur les deniers publics, en particulier quand on fait un petit peu de prospective. On a un ralentissement tendanciel de la croissance, on a aussi cette dégradation des comptes publics suite aux différentes crises qui se sont succédées ces dernières années et aux mesures de soutien qui ont été prises. Et on a enfin des grandes tendances qui vont toutes dans un sens du renforcement de ces tensions. Et je pense en particulier à deux transitions importantes que sont la transition démographique avec le vieillissement de la population d'une part, et évidemment aussi la transition énergétique, pour ne citer que deux éléments. C'est aussi important d'être bien clair sur le fait que mesurer les dépenses publiques en se comparant à d'autres, c'est l'objet de cette étude, évidemment, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quand même à partir de données de ce type qui sont objectives qu'on peut poser les conditions préalables à une discussion en sereine sur l'orientation des politiques publiques en général. Vous verrez que, en tout cas, c'est notre analyse, que certains des résultats de cette étude sont malgré tout des révélateurs assez clairs de choix politiques qui ont été faits, que ce soit implicitement ou explicitement, au fil des dernières années, et sans porter aucun jugement sur ces choix qui ont été faits. C'est un premier état des lieux quand même très instructif, je crois. Ce qui est important aussi dans le monitoring de la dépense publique, je crois que c'est quelque chose d'indispensable pour être en capacité, si un jour on devait avoir le besoin de faire des économies, de pouvoir conduire un pilotage éclairé. Il faut le plus d'informations possible pour éviter de tomber dans des politiques du rabot, indiscriminées, qui pourraient affaiblir les missions des pouvoirs publics. Et les missions des pouvoirs publics sont évidemment aussi un élément important de la stabilité et de la prospérité économique et sociale du pays. Et je pense qu'au-delà de la culture, au-delà de cet exercice d'évaluation de dépenses publiques, ou en tout cas de mesure de la dépense publique, il y a derrière la question de l'évaluation des politiques publiques au sens large. C'est une culture qui est encore sous-développée. Et je pense qu'une des premières étapes de la révolution culturelle, si on devait l'appeler comme ça, je, je dirais que c'est de comprendre qu'évaluer les politiques publiques, ça doit certainement pas être vu comme un alibi pour couper des dépenses. Je considère pour ma part que l'évaluation des politiques publiques, c'est au contraire un outil efficace pour renforcer l'action publique. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important dans le débat. Voilà, donc ces petits éléments introductifs étant dit, donc ce qu'on a voulu faire avec cette étude,
on a cherché à répondre à un certain nombre de questions, notamment, et c'est les questions auxquelles Muriel va répondre tout de suite, comment mesurer le niveau de la dépense publique en tenant compte des spécificités du pays, la présence des frontaliers, les limites du PIB comme indicateur comparatif, dans quelle mesure le niveau de richesse ou la petite taille du Luxembourg peuvent-ils expliquer le niveau de certaines dépenses? Quels sont les domaines dans lesquels le pays creuse l'écart avec ses voisins? Et est-il possible d'avoir des indicateurs d'efficacité ou d'efficience de cette dépense publique? Et là, on a fait un premier pas, je pense, dans l'étude, mais ça n'est qu'un premier pas. Et Muriel vous expliquera probablement mieux que moi ce qu'il en est sur ce point. Donc, je vais maintenant passer la parole à Muriel pour la présentation de l'étude. Et puis, dans un deuxième temps, on aura une discussion libre, donc ensemble ici dans la salle et avec les personnes qui sont en ligne. J'inviterai à ce moment-là donc les personnes à lever la main sur l'application Teams ou à nous écrire éventuellement des questions dans le chat pour la deuxième partie de cet événement. Et pour les personnes qui le souhaitent, nous aurons aussi quelques sandwichs à côté dans la salle qui se trouve derrière l'écran pour continuer la discussion parce que les débats, je crois, sont quand même assez nombreux sur cette étude. Voilà, Muriel, je te laisse la parole et la télécommande. Voilà, merci Vincent. Tout d'abord, bonjour, bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez présents, que vous soyez connectés. Euh, donc, je tiens à remercier aussi, je tiens à remercier IDEA pour l'organisation de l'événement et également pour enfin, ils m'ont remercié, mais je les remercie également pour la qualité des discussions qu'on a pu avoir durant tout le processus d'élaboration de l'étude. Hein, ça a été de sorte qu'on pourrait presque dire que ce n'est pas uniquement un travail individuel, c'est un travail qui aurait presque une certaine dimension collective aussi, hein, on pourrait dire à ce titre-là, grâce aux échanges très riches que j'ai pu avoir avec l'équipe IDEA et grâce à leurs commentaires très pertinents toujours sur les différentes phases de l'étude. Donc, merci à tous pour tout cela. Et alors, donc, les dépenses publiques au Luxembourg, donc la problématique est bien cernée. Hein, il ne s'agit pas des recettes ici, donc ce n'est pas une étude d'ensemble des finances publiques, c'est bien les dépenses, surtout dans une optique de comparaison internationale, à vrai dire, comme Vincent l'a bien expliqué. Le déroulement un peu de l'exposé, bon, c'est assez logique. Je vais commencer par définir assez brièvement le sujet de l'étude, sujet du séminaire, et puis vous donner enfin vraiment deux ou trois chiffres clés pour un peu fixer les idées. Et puis ensuite, je vais passer directement donc au sujet essentiel, c'est-à-dire la comparaison internationale, donc les dépenses du Luxembourg, dépenses publiques en comparaison internationale. On verra qu'il y a des dépassements importants dans certains domaines, dans ce domaine en particulier. Et ce qui apparaît, ça m'avait un peu surpris, c'est que ces dépassements sont très enracinés dans le temps notamment. Euh, Maintenant, pour quel résultat, hein, des dépassements, des dépenses importantes, mais pour quel résultat? Donc, je vais vous montrer effectivement les résultats d'une première analyse d'efficience qui est encore un peu embryonnaire à ce stade-ci, mais c'est quand même intéressant, vous verrez, ça pose quand même des questions assez pertinentes, assez intéressantes. Et puis ensuite, brièvement, que faire? Que faire pour faire face à une telle situation? Donc tout d'abord, l'objet, bon, les dépenses publiques, enfin, je ne vais pas vous faire l'injure de définir les dépenses publiques. En tout cas, les dépenses publiques, vous le savez, ça concerne vraiment toutes les étapes de nos vies respectives, hein, toutes les étapes, tout le cycle de vie, si vous voulez. Il n'y a pas une journée où on n'est pas confronté à une dépense publique. Pour venir ici, je suis venu en tram de chez moi au Val. Voilà, il y a déjà des dépenses publiques appliquées. Donc, il n'y a pas un acte de la vie quotidienne. Enfin, il y en a évidemment, mais il y a énormément d'actes de la vie quotidienne où les dépenses publiques sont impliquées. Et donc, c'est un sujet extrêmement important qui touche à toutes les problématiques sociales, économiques, environnementales, etc. Donc, c'est vraiment très large comme domaine. C'est très large, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé quand même de bien cibler l'objet de l'étude. Donc voilà un petit peu pour le concept et l'objet. Maintenant, les chiffres clés, bon là, je ne vais pas me montrer très long. Le chiffre à retenir, c'est surtout celui qui apparaît dans la première ligne, 34 milliards d'euros. Donc ça, c'est le montant des dépenses publiques totales au Luxembourg. Donc les dépenses de l'État, dépenses de la sécurité sociale, donc tout ce qui est allocation sociale, etc. Et aussi les dépenses des communes, donc des pouvoirs locaux, des intercommunales. Enfin voilà, donc c'est vraiment l'ensemble des dépenses publiques. C'est d'ailleurs le critère qui sera utilisé tout au long de l'étude, tout au long du séminaire.
Je n'ai pas fait une comparaison internationale, par exemple, des dépenses des communes ou des dépenses des entités fédérées, pour une raison toute simple, c'est que la structure des États n'est pas la même d'un pays à l'autre, hein, bien évidemment. On n'a pas vraiment d'entité fédérée au Luxembourg, on n'a pas l'équivalent de région ou de Länder, hein, comme en Belgique ou en Allemagne. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de commencer à comparer par sous-secteur des administrations publiques. Donc, on prend vraiment le point de vue des administrations publiques dans leur ensemble. Hein, donc, administration centrale, sécurité sociale, administration locale. Et vous voyez ici les montants globaux des dépenses impliqués dans chacun de ces trois sous-secteurs. Mais en tout cas, ce qui va nous occuper, ce sont vraiment les 34 milliards. Hein. C'est vraiment le montant total des dépenses en 2022, parce que ça, c'est l'année de référence pour l'étude. C'est l'année pour laquelle j'ai des chiffres cohérents, complets, non seulement pour le Luxembourg, mais aussi pour une trentaine d'autres pays, hein, auxquels je vais comparer le Luxembourg. Donc, on n'a pas encore de données complètes pour 2023, par exemple. Donc, 2022, 2024, si vous regardez le projet de budget qui avait été déposé en mars, hein, si je ne m'abuse, mars ou avril, là, pour 2024, on aurait, les 34 deviendraient 40 milliards d'euros. Bon, avec l'effet aussi de l'inflation, hein, naturellement. Mais en tout cas, pour 2022, quelle année qui va nous occuper ici, on est à 34 milliards d'euros. La somme ne donne pas. Ah oui, Oui. oui, on me dit ici la somme, oui, la somme, ce qui est vrai, hein, c'est complètement vrai. La somme des sous-entités ne donne pas les 34, ça donne un montant plus élevé. Ben, c'est tout simplement parce que les 34, c'est un montant consolidé. Par exemple, quand on considère les 24 milliards de l'administration centrale, il y a par exemple là-dedans des transferts, les 8% de pension, hein, donc les transferts de l'État central au régime de pension. Donc ça, c'est considéré comme une dépense de l'administration centrale. Les pensions sont considérées aussi comme une dépense de l'administration sociale. Donc, si vous faites la somme des trois, vous comptez en double certaines dépenses, certains transferts. Donc, vous comptez en double ce transfert de pension. Vous comptez en double aussi, par exemple, à tout ce qui est transfert de l'administration centrale aux communes ou à d'autres branches de la sécurité sociale. Et donc, c'est pour ça que, donc c'est bien observé en tout cas, mais c'est pour ça qu'en fait, la somme dépasse en effet dépasse les 34 milliards. Si vous faites la somme, vous avez le montant non consolidé, mais qui ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment le montant consolidé qui exprime le niveau réel des dépenses publiques, parce que l'administration centrale verse un transfert de pension ou de sécurité sociale, c'est un peu comme si je me versais de l'argent à moi-même quand on considère les administrations publiques dans leur globalité. Hein, donc finalement, ça se neutralise, si vous voulez, hein, au niveau des administrations publiques. Donc, mais en tout cas, c'est bien vu la question, mais ce n'est pas une erreur. Donc, c'est déjà ça. Et, donc, voilà. Et donc, un peu les dépenses publiques. Maintenant, comme on vous l'a dit, l'essentiel de l'étude, ce sera une comparaison internationale des dépenses publiques. La plupart du temps, pour de telles comparaisons internationales, on utilise les dépenses qui sont rapportées, donc c'est un peu les 34 milliards dont je vous ai parlé, qui sont rapportées au produit intérieur brut, donc au PIB. Et c'est le ratio qui est vraiment très communément utilisé par les institutions internationales, par exemple, très communément utilisé pour dépeindre la situation des finances publiques au Luxembourg et dans d'autres pays. C'est ce qui est fait dans ce graphique ici. Et vous voyez qu'à cette zone-là, le Luxembourg, en 2022, hein, c'est toujours 2022, sauf mention contraire, en 2022 dépensait, en termes de dépenses publiques en tout cas, 44% de son PIB, donc l'équivalent de 44% de son PIB. Ce qui est à peu près semblable aux Pays-Bas et ce qui est largement inférieur, par exemple, à la France ou à la Belgique. Et donc à cette zone-là, on se dirait presque pourquoi Bouchat fait une étude sur les dépenses publiques, pourquoi faire ce séminaire ici, finalement, la situation étant tellement favorable. Mais le problème est que ce ratio PIB qui est souvent utilisé n'est tout simplement pas correct pour le Luxembourg. Et pour une raison toute simple, enfin, qui ne concerne pas les autres pays, enfin, ou dans une bien moindre mesure en tout cas. Pour une raison toute simple, c'est que bon, vous savez qu'il y a ce phénomène des non-résidents, des travailleurs frontaliers au Luxembourg. Or, il se fait que j'ai essayé de faire une estimation, il y a un encadré qui porte là-dessus dans l'étude, et il apparaît, d'après mon estimation en tout cas, qui repose sur des chiffres du Statec, de l'IGSS notamment, il apparaît que les dépenses publiques qui sont donc dans ces 34 milliards que je vous avais cités, la partie qui serait imputable aux non-résidents, enfin aux frontaliers en tout cas, aux travailleurs frontaliers
et aux anciens frontaliers pensionnés aussi, hein, donc ces frontaliers vraiment quand même au sens large, ben, il représenterait 14%, de l'ordre de 14% des dépenses publiques. Donc 14%. Alors c'est un peu une photo en 2022, donc de la part des frontaliers dans les dépenses. Or, il représente, si on prend l'optique revenu en tout cas, il représente une partie beaucoup plus importante, les non-résidents, du PIB. Donc, vous avez les salaires qui sont versés en net aux frontaliers. Vous avez aussi les revenus nets du capital, les revenus nets du patrimoine qui sont versés au reste du monde, qui représentent un montant pratiquement équivalent, hein, aux salaires versés aux frontaliers. Et de sorte que les non-résidents représentent, à cette aune-là en tout cas, 30% du PIB. Donc, ils représentent une partie des dépenses bien moindre que ce qu'ils représentent en termes de PIB. Et donc, ça veut dire que ce ratio va tout simplement diluer le poids des dépenses publiques, tel qu'il est mesuré en tout cas, va très fortement diluer le poids des finances publiques au Luxembourg, alors que cet effet-là n'existe pas ou existe même peut-être dans un sens contraire, dans un sens opposé, dans les autres pays qui font l'objet de la comparaison. Bon, ici, les pays qui font l'objet de la comparaison, et c'est le cas dans l'étude, ce sont les trois pays voisins et les Pays-Bas, hein. Et puis, je fais la moyenne arithmétique des quatre. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le Luxembourg est à 44%, la moyenne des quatre voisins, 51%. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un ratio qui dilue totalement, qui dilue fortement le poids des dépenses publiques au Luxembourg. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser deux indicateurs alternatifs. Le premier indicateur, ben, il consiste à retirer tant du numérateur que du dénominateur, à retirer les non-résidents, si vous voulez. Donc, je retire les 14% de dépenses imputables en tout cas, aux frontaliers. Et je retire du PIB, dans l'optique revenu, je retire les revenus versés au reste du monde, donc revenus du travail et revenus du capital versés au reste du monde. Ben, ça revient à prendre le revenu national brut comme dénominateur du ratio. Et donc, en d'autres termes, j'utilise un ratio de revenu national brut. Donc, je prends les dépenses qui sont vraiment imputables aux résidents uniquement, et je divise par le revenu national brut qui, par définition, ben, ne concerne que les revenus ne couvre que les revenus des résidents. Et donc, au moins, ça permet d'avoir une optique symétrique, vous voyez, une optique cohérente, et d'avoir un ratio qui, là, devient comparable au ratio observé dans d'autres pays. Et là, vous voyez qu'à cette aune-là, alors qu'on était en compagnie des Pays-Bas à l'aune du ratio PIB, vous voyez qu'ici, enfin, je ne vais pas me montrer désobligeant, mais enfin, on est plutôt en compagnie de la Belgique et de la Belgique et de la France, hein. Donc, on est un peu entre les deux. Et à vrai dire, même plus proche de la France que de la Belgique. Et donc là, on a un message tout à fait différent du message que délivrait le ratio PIB, hein, qui semble montrer que le Luxembourg se montre parcimonieux en termes de dépenses publiques. Là, on a déjà une première lumière, si vous voulez, un premier indicateur qui va tout à fait dans le sens opposé, qui montre qu'au contraire, on aurait tendance à être plutôt dans la moyenne haute, dans les niveaux les plus élevés de dépenses publiques. Alors cet indicateur n'est lui-même pas encore tout à fait parfait parce qu'il peut encore y avoir un effet de dilution malgré tout, hein. L'effet de dilution lié au PIB, je l'ai largement évacué en retirant les non-résidents. Mais il faut bien voir que le RNB par habitant est beaucoup plus élevé au Luxembourg que dans les quatre pays qui font l'objet de la comparaison. Pour 2022, la différence était de l'ordre de 50%. Le Luxembourg, à cette aune-là, est 50% plus riche que les pays voisins. Ce qui signifie que vous avez quand même toujours un effet de dénominateur qui est élevé. Et donc, vous pouvez toujours avoir un certain effet de dilution malgré tout, dont on parlera un petit peu plus par la suite. Mais bon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser un second indicateur alternatif, qui là est encore plus simple d'une certaine façon. Donc, il consiste à regarder d'une part, bon, à prendre les dépenses publiques totales, donc des administrations publiques luxembourgeoises. On en retire toujours la composante, enfin ce qui est imputé, ou en tout cas aux non-résidents, donc ce qui est imputé aux frontaliers. Et on divise cette fois, non pas par le RNB, mais par la population, tout simplement, par la population résidente du Luxembourg, ou la population résidente des autres pays, hein, bien entendu, donc respectivement, naturellement. Et donc là, ça vous donne, c'est ce que j'appelle l'indicateur absolu. Donc là, on regarde vraiment le niveau absolu des dépenses publiques par tête d'habitant. Donc dépenses publiques toujours épurées, enfin toujours corrigées pour tenir compte de l'impact des frontaliers.
Et là, cette zone-là, vous voyez un petit peu le résultat. Là, c'est encore pire qu'avec l'indicateur RNB. Donc, il apparaît que le Luxembourg dépense 35 000 euros, enfin en 2022, en tout cas, dépensait 35 000 euros par habitant, hein, par résident. Ce qui est quand même évidemment beaucoup plus. Vous voyez que les autres pays, c'est de l'ordre de 20 000, un peu plus que 20 000. C'est d'ailleurs frappant de voir que dans les autres pays considérés, c'est assez stable. Enfin, d'un pays à l'autre, c'est assez similaire, somme toute. Plus que l'indicateur RNB d'ailleurs. Hein, vous voyez qu'on va des Pays-Bas qui sont à 20 200 euh, à la Belgique, hein, qui là pour le coup affiche un niveau le plus élevé à 22 800. Mais je rappelle, le Luxembourg est à 35 000 à cette zone-là. Donc c'est vraiment très très élevé. Mais on pourrait se demander si, enfin, l'indicateur RNB dilue peut-être un peu trop. On pourrait se demander à l'inverse si cet indicateur n'est quand même pas un peu trop, à son tour, un peu trop sévère pour le Luxembourg. Ben, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est un peu conceptuel, mais bon, c'est lié à l'effet, à ce qu'on appelle l'effet richesse, l'effet Wagner. L'effet Wagner, qu'est-ce que ça dit? C'est une hypothèse qui consiste à dire si un pays est 1% plus riche qu'un autre pays, il aura toute autre chose égale par ailleurs, il aura tendance à dépenser 1% de plus en termes de dépenses publiques, tout simplement parce qu'il y aura de nouveaux, il y aura des besoins de dépenses publiques additionnelles qui vont naître, si vous voulez, qui vont apparaître. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un pays plus riche, un pays plus prospère, ben, vous ayez des gens qui aillent davantage qui tiennent davantage à la culture, qui aillent davantage au théâtre, ils aillent à l'opéra. Enfin, c'est un exemple plus qu'autre chose, mais ça vous donne un peu, ça vous illustre un peu ce que c'est l'effet Wagner, quoi. Il pourrait y avoir une demande aussi de dépenses d'enseignement plus élevées, hein, soit en termes quantitatifs ou en termes qualitatifs, ou dans d'autres domaines encore. On pourrait imaginer qu'un pays étant plus riche, ben, les gens ont des besoins différents, ont des besoins accrus de dépenses publiques en termes qualitatifs ou en termes quantitatifs. Et j'aurais tendance à dire, qui suis-je pour critiquer ça? Bon, si, voilà, si vous avez un tel besoin qui apparaît, un tel besoin spontané de dépenses publiques qui apparaît en lien avec une prospérité accrue, bon, ça me paraît quelque chose de, je dirais, d'assez, je dirais que c'est assez justifié, somme toute. Je dirais que c'est, enfin, de mon point de vue, j'aurais tendance à ne pas trop critiquer ça. Donc, mais alors la question se pose, est-ce qu'on a un effet Wagner ou pas? Est-ce qu'un tel effet de richesse existe réellement? Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est un peu une chimère? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel? Et donc ça, c'est la question qu'on va se poser. Et donc le fait de savoir si on a un effet Wagner présent ou pas, donc une sorte d'effet de besoin accru de dépenses publiques si vous êtes plus riche, c'est très important pour le choix entre les deux indicateurs que je viens de vous présenter, l'indicateur RNB et l'indicateur absolu des dépenses publiques. Parce que si vous avez un effet Wagner, le ratio des dépenses au RNB, ben, il intègre déjà l'effet Wagner d'une certaine façon, hein. Si vous êtes 50% plus riche que d'autres pays, ce qu'est le Luxembourg par rapport aux pays voisins, et que l'élasticité est unitaire, et donc vous avez tendance de ce fait-là, parce que vous avez des besoins additionnels de dépenses publiques en termes quantitatifs ou qualitatifs, vous avez tendance de ce fait-là à dépenser 50% en plus, ben, l'indicateur RNB va l'intégrer puisque vous affectez à raison de 50% le numérateur et le dénominateur du ratio. Donc c'est parallèle, ça se neutralise. Et donc votre ratio ne déforce pas, ce ratio ne déforce pas le Luxembourg en comparaison internationale. Et donc il intègre déjà l'effet richesse. Et donc ça aboutit à ne pas critiquer le Luxembourg parce qu'il y aura un effet richesse lié à un effet de dépense lié à sa richesse, simplement. Donc tout ça. Et par contre, le niveau absolu des dépenses, ce sera un indicateur un peu hémiplégique dans ce cas-là, parce que vous n'allez regarder que le fait qu'on a 50% de dépenses en plus. Vous ne regardez rien d'autre, donc vous allez condamner le Luxembourg parce qu'il apparaît comme assez dépensier, alors qu'en fait, c'est un effet spontané. Il y a un besoin de dépenses publiques relativement légitime qui apparaît en raison du fait que vous êtes plus riche. Donc, si vous avez un effet Wagner qui est présent, le ratio au PIB est le meilleur indicateur. Par contre, si vous n'avez pas d'effet Wagner, si c'est une chimère, l'effet Wagner, le niveau absolu des dépenses est meilleur parce que dans ce cas-là, le Luxembourg va dépenser plus, mais disons que ça va plus refléter peut-être des effets un peu de gaspillage ou simplement le fait que vous avez plus de ressources. Alors, du fait que vous avez plus de ressources, l'argent va un peu vous brûler les doigts, vous allez le dépenser un peu
un peu n'importe comment, disons, enfin je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Et dans ce cas-là, l'indicateur du niveau absolu des dépenses sera plus judicieux, sera le plus approprié des deux indicateurs, parce qu'il fera bien ressortir le gaspillage accru au Luxembourg par rapport à d'autres pays. D'où la question importante, donc, est-ce que l'effet Wagner, c'est une chimère ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans les chiffres, quoi, hein, Et c'est à cette question qu'on essaie de répondre ici. D'abord, la littérature, excusez-moi, je bois un peu parce que la littérature empirique est assez ambiguë, je dois dire, en la matière. Euh, Ça montre que, enfin, elle tend plutôt à montrer que l'effet Wagner existerait, qu'il y aurait souvent même parfois un effet relativement fort, mais plutôt pour des pays en voie de développement, disons, pour des pays qui passent à un stade de développement, qui font un saut quantique vers un état de développement plus affirmé. Là, vous avez une société qui devient plus complexe, vous avez des besoins d'infrastructures accrus, vous avez des besoins de capital humain, dépenses en capital humain public accrus du fait que vous faites ce saut quantique dans le développement. Et donc là, l'enrichissement induirait naturellement une évolution spontanée à la hausse des dépenses. Donc là, on aurait un effet Wagner. Mais ça ne vaudrait pas, d'après beaucoup d'auteurs, quand vous arrivez, quand vous regardez, vous scrutez des pays qui sont déjà à un stade plus avancé de développement. Donc ça, un peu pour la littérature. Euh, Maintenant, sur base de l'échantillon de pays que j'ai considéré dans l'étude, parce que j'ai fait l'étude donc pour le Luxembourg, mais aussi pour une trentaine d'autres pays, donc j'ai regardé un peu quel était le niveau des dépenses publiques. Là, vous voyez un peu dans le graphique, vous avez en abscisse, là, vous avez le revenu national brut par habitant, donc c'est le niveau de prospérité du pays. Et en ordonnée, vous avez les dépenses par habitant. S'il y a un effet Wagner, on a un effet positif très net. Hein, vous avez un nuage de points qui épouse une droite qui va à la hausse. Donc, à première vue, on aurait tendance à dire, hein, sur base de ce nuage de points ici, vous avez vraiment un lien positif entre la prospérité et les dépenses. Donc, une prospérité accrue, ça donnerait bien lieu à des dépenses accrues, ce qui ne veut pas nécessairement dire que l'effet Wagner lui-même est confirmé. Ça pourrait être d'autres effets, mais en tout cas, c'est une présomption, en tout cas, disons-le comme ça, en faveur d'un effet Wagner. Donc, la première chose qu'on aurait tendance à dire sur base de ce graphique, c'est on aurait plutôt une tendance à avoir un tel effet. Mais quand on regarde un peu plus près, ce résultat dépend beaucoup de deux outliers, le Luxembourg précisément, et puis la Norvège, qui est aussi un pays qui repose beaucoup sur un secteur donné, et ben, qui là en l'occurrence n'est pas tellement la finance, mais plutôt l'énergie, hein, comme vous le savez. Et donc, mais si on retire ces deux outliers, vous avez quand même une relation qui apparaît tout à fait différente maintenant. Vous voyez que pour les pays dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 35 000 euros par an, vous avez une relation positive entre les dépenses publiques et le niveau de prospérité. Donc là, on serait tenté de dire que vous avez un effet Wagner. Mais si vous allez au-delà de 35 000 euros, on voit dans ce nuage de points en tout cas que vous n'avez plus du tout ce lien positif est tout à fait cassé. On aurait même presque tendance à dire qu'il y aurait un lien négatif, ce qui est quand même assez surprenant. Vous voyez que des pays comme la Suisse, l'Irlande, des pays assez riches, pourtant assez prospères, tendent à dépenser assez peu finalement par habitant comparé aux autres pays. Et même si vous ne considérez pas la Suisse et l'Irlande, vous voyez le nuage de points, vous n'avez plus vraiment une liaison positive. Et donc on aurait tendance à dire qu'à partir d'un certain niveau de richesse, vous n'avez plus d'effet Wagner. Or le Luxembourg est plutôt, et les pays auxquels on va le comparer dans l'étude, est plutôt dans ce deuxième cas d'espèce, bien évidemment. Et donc, on aurait tendance à dire, finalement, il n'y a pas d'effet Wagner dans ce cadre. J'ai procédé à la même analyse par fonction des dépenses publiques. Ça figure dans une analyse de l'étude. Et là, c'est également très ambivalent. Ça semblera montrer que la plupart du temps, vous n'avez pas d'effet Wagner pour la plupart des catégories de dépenses, sauf peut-être pour l'enseignement et la culture, hein, sauf l'enseignement et la culture, où là, vous auriez un effet spontané d'augmentation des dépenses en fonction de la richesse, enfin, la richesse en fonction du revenu par habitant, en tout cas. Hein, donc, c'est un peu comme ça que c'est calculé. Donc, hein. Et donc, aussi un effet un peu ambivalent. La plupart du cas, vous n'avez pas d'effet Wagner pour la plupart des dépenses. Et donc, la conclusion de ça, ça serait que le niveau absolu dans les deux indicateurs que je vous ai montrés, il me semble que le meilleur des deux sur cette base-là, ce serait plutôt l'indicateur absolu de dépenses publiques. Mais je dirais que par acquis de conscience et parce que le message n'est pas toujours quand même d'une clarté édifiante, euh,
par acquis de conscience, j'utilise quand même dans l'étude les deux indicateurs simultanément. Donc, c'est ce que j'appelle un peu l'analyse conjointe. Donc, les deux indicateurs, c'est-à-dire le ratio RNB, revenu national brut, et puis ensuite le niveau absolu des dépenses. Donc, les deux indicateurs sont utilisés. Et alors, qu'est-ce que ça va donner sur cette base-là? Ben, je vous l'ai dit au niveau global pour l'ensemble des dépenses publiques, que ce soit le ratio RNB ou le ratio absolu des dépenses absolues par tête, le Luxembourg se caractérise par un dépassement important par rapport aux quatre pays voisins, enfin voisins entre guillemets, les Pays-Bas ne sont pas vraiment voisins, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et le dépassement est plus important quand on utilise l'indicateur, c'est pas très surprenant, quand on utilise l'indicateur absolu, puisque là, je ne vais pas dire qu'on est du simple au double, mais on a 66% en plus quand même. Donc voilà, ça c'est le diagnostic d'ensemble. Maintenant, ce diagnostic en lui-même, bon, est déjà intéressant, mais enfin, c'est un peu comme si on disait, bon, vous avez la fièvre, mais est-ce que c'est le Covid ou est-ce que c'est la grippe, quoi? On n'a encore rien dit quand on a dit on avait de la fièvre. Enfin, il faut quand même aller plus loin dans le diagnostic. Alors là, on a essayé d'aller plus loin. Là, on a regardé pour pratiquement une centaine de catégories de dépenses grâce au système COFOG, à la base de données COFOG d'Eurostat. Donc, Classification of the Functions of Government, hein. Donc, pour le Luxembourg, c'est calculé par le Statec. Donc, hein. Et donc, c'est vraiment une base de données très utile où les dépenses publiques sont ventilées par fonction et même par sous-fonction. Donc, vous avez quasiment une centaine, enfin même plus, je crois, de catégories différentes. Alors, on a regardé pour ces catégories, on a fait un peu le calcul que je vous ai montré pour les dépenses totales, mais pour chacune des catégories. Et alors, ça nous donne sept catégories de dépenses où le Luxembourg se caractérise quand même sur base des deux indicateurs. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir que les deux indicateurs donnent la même chose de ce point de vue-là. On a sept catégories de dépenses où il apparaît que le Luxembourg dépense vraiment pour le coup beaucoup plus que les quatre pays voisins. Donc, vous voyez ici un petit peu à gauche, vous exprimez, là c'est le ratio, c'est l'indicateur du RNB, du revenu national brut. Donc, les dépenses corrigées, enfin, les dépenses imputables aux résidents divisées par le revenu national brut, hein, pour rappel. Et donc là, vous voyez les sept catégories pour lesquelles il y a un dépassement important. Vous voyez le Luxembourg en bleu, ce sont simplement les dépenses, c'est la catégorie en pourcentage du RNB. Et vous regardez en orange, ben, c'est la même chose, mais pour les quatre pays voisins. Et vous voyez, par exemple, on dépasse fortement, donc bon, en niveau absolu, ça c'est à droite. Ça a été corrigé en parité de pouvoir d'achat pourtant, et malgré le fait que c'est corrigé en parité de pouvoir d'achat, puisqu'on sait que les prix ambiants sont élevés au Luxembourg en raison des prix immobiliers élevés, surtout. Donc malgré cette correction, en niveau absolu, les dépassements sont encore pires, hein. Vous voyez à droite, le bleu est encore bien plus élevé que l'orange, donc le Luxembourg est encore bien plus élevé que les pays voisins. Et quelles sont les sept catégories où on dépasse nettement au Luxembourg les niveaux comparables dans les quatre pays voisins? Ben, ce sont les services généraux, une catégorie un peu fourre-tout, je dois dire, un peu résiduelle, où on tend à mettre parfois ce qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Par exemple, les cimetières militaires sont mis là, ils ne sont pas mis dans les dépenses de défense, hein, c'est quand même pas vraiment de la défense. Et donc, c'est mis dans la catégorie services généraux. Donc, c'est vraiment une catégorie où vous avez beaucoup d'éléments. Vous avez aussi une tendance à avoir là ce qui relève une certaine planification, une certaine centralisation, par exemple la gestion centralisée des bâtiments publics, c'est là. Ou par exemple la collecte centralisée, donc des statistiques, ça a tendance à être dans les services généraux. Donc ça, c'est la première catégorie pour laquelle le Luxembourg affiche un dépassement important, la première des sept. Puis ensuite, les transports, là, c'est plus facile à expliquer, hein, évidemment. On voit tout de suite ce que c'est. Où là, le Luxembourg, par exemple, en niveau absolu, dépense trois fois plus que les quatre pays voisins, malgré le fait qu'on a retiré une composante frontalière. Donc, en tout cas, on a procédé à une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, on a retiré la composante frontalière. Produits et équipements médicaux, là, c'est aussi un domaine, le troisième domaine où on a un dépassement important. Bon, là, ce sont les médicaments et les produits médicaux en dehors des établissements, hein. Donc, c'est en dehors des hôpitaux, hein, parce que les hôpitaux, vous avez une catégorie à part, hein. Donc, c'est par exemple les prothèses, c'est les chaises roulantes, ça peut être les dentiers, les lunettes, les chaussures orthopédiques, enfin, vous voyez, ou les médicaments, hein, comme je l'ai dit, ce genre de choses, où là, on dépasse vraiment très fortement et c'est vraiment loin d'être anecdotique, hein. C'est en pourcentage du PIB, c'est quand même assez significatif.
L'enseignement, là, ça se passe sur un peu de définition aussi. L'enseignement fondamental et secondaire, dépassement important. Famille et enfants, donc là, vous pouvez avoir bon, essentiellement les allocations familiales hein, et également les structures de garde d'enfants. Ah oui, c'est toujours 2000. Oui, mais ça, on a essayé d'estimer le coût. Bon, il apparaît que le coût en 2022, en tout cas, sur base des estimations, notamment du CNFP, et puis sur base du projet de budget aussi, qui avait été déposé en 2024, euh, l'estimation qui a pu être faite, c'est que ça aurait représenté un peu des dépenses exceptionnelles, comme ça, 0,5% du PIB. Et pour l'anecdote, c'est la même chose en France. Donc ça ne biaise pas en tout cas tellement la comparaison internationale. Et puis d'autre part, il y a le même calcul. Oui, oui, oui. Oui, donc là, ça peut. Mais cela dit, le même calcul a été fait. Le même calcul a été fait en 2019, hein, exactement les mêmes matrices. Bon, je n'ai pas reproduit ça ici, hein, évidemment, mais c'est dans l'étude, vous trouvez la matrice 2019. Et j'ai été surpris de voir que ça ne change pas les résultats, en fait. Vous avez toujours la même comparaison internationale, ce qui n'est quand même pas très surprenant, parce que somme toute, vous avez aussi des interventions dans d'autres pays, hein. Ça a été le quoi qu'il en coûte en France, vous avez eu l'équivalent en Belgique, aussi en Allemagne, aux Pays-Bas. Et donc finalement, non, ça n'a pas tellement affecté, et donc, d'après les calculs que j'ai pu faire. Mais sinon, c'est une question naturellement pertinente, mais dans les faits, ça n'a pas tellement affecté, pas autant qu'on le croirait. Et alors, vous avez la catégorie vieillesse, où là, essentiellement les pensions, et vous avez aussi les maisons de repos, pas les maisons de soins parce qu'elles sont dans la santé, elles sont classées dans la santé en COFOC, mais vous avez les maisons de repos, vous avez une grande partie aussi de l'assurance dépendance qui est là-dedans. Et donc là, on dépasse fortement. Donc la vieillesse, on insiste toujours fortement sur le fait que les dépenses risquent d'exploser dans les années à venir, hein, pour des raisons évidentes, les pensions surtout. Mais non seulement il y a un risque dynamique, si on peut dire, qui est pour le moins avéré, enfin avéré en tout cas dans les projections, mais bon, dans les projections notamment de l'Aging Working Group au niveau européen, et c'est pas la seule source qui met en relief ce risque de dépassement dans le futur. Mais même si vous regardez les dépenses actuelles, vous avez d'ores et déjà un dépassement que souvent on n'identifie pas parce qu'on utilise souvent les ratios par rapport au PIB qui diluent les dépenses. Donc souvent on ne voit pas ça, mais en fait on a déjà un certain dépassement à l'heure actuelle dans ce domaine de la vieillesse. Et puis ensuite, maladie et invalidité, là vous avez un dépassement important. Donc voilà un peu pour cette catégorie où il apparaît que le Luxembourg manifeste un dépassement important. Alors là, c'est la même chose que ce que je viens de vous présenter, mais de façon un peu plus compliquée, enfin de façon plus détaillée en fait. Là, vous avez une vue plus générale sur les estimations qui ont été faites. Donc là, c'est une matrice pour 2022. Et là, vous avez l'ensemble, enfin une grande partie en tout cas des catégories qui ont été testées. Donc je vous ai dit, il y en a 7 qui ressortent, c'est ce qui apparaît en rouge dans le tableau, mais vous avez évidemment beaucoup d'autres catégories qui ont été testées. Vous en avez que c'est en rouge pâle ou en rose, où le Luxembourg dépasse les pays voisins, mais pas de beaucoup, pas tellement. Et vous avez des catégories quand même où le Luxembourg dépense moins que les 4 pays voisins. Hein, vous avez par exemple, là c'est dans la première ligne, tout à droite, vous avez la dette publique. Bon là ça n'étonne personne, hein. C'est vrai que la dette publique est fort heureusement toujours à l'heure actuelle, on espère que ça continuera, mais toujours à l'heure actuelle relativement faible en comparaison internationale. Et donc par conséquent, le service de la dette est lui-même relativement faible. Et donc par rapport aux pays voisins, ben, on affiche un décrochage à la baisse. Hein, c'est pas très étonnant, surtout quand on voit la situation d'endettement, par exemple de la Belgique ou de la France avec des dettes publiques qui dépassent allègrement les 100% du PIB. Et le Luxembourg en est toujours loin, naturellement. Vous avez, vous voyez la deuxième ligne, enfin en fait c'est la quatrième, hein, mais bon, là, voilà, en tout cas la cellule qui est à gauche, là, le plus en haut, ça c'est la défense, où là il apparaît qu'on dépense relativement peu. Bon, ça apparaît souvent dans le débat public. Bon, le gouvernement a l'intention de rehausser, hein, d'ici 2030, de rehausser ses dépenses de défense en cadre avec les accords dans le cadre de l'OTAN. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse ici, mais donc il y a eu en juillet 2023 donc ces accords de Vilnius, en vertu duquel les pays s'engagent à atteindre les fameux 2%
les fameux 2% de dépenses de défense. Donc pour l'ensemble des pays, ça a été défini en pourcentage du PIB. Pour le Luxembourg, c'est défini en pourcentage du RNB, du revenu national brut. Le gouvernement a insisté, luxembourgeois, a insisté pour obtenir cette forme de dérogation pour le Luxembourg. Et ils ont justifié ça en disant, un peu comme on le fait ici, hein, finalement, en disant, oui, vous savez, le problème du ratio PIB, c'est que ça, comme le PIB est gonflé par les non-résidents, gonflé par le revenu des non-résidents, mais il a tendance à diluer notre effort de défense. Donc ça met le Luxembourg sous un jour défavorable en ce qui concerne les dépenses de défense. Ça conduit à une sous-estimation des dépenses de défense. Et donc c'est très intéressant de voir que dans ce cas particulier, le gouvernement luxembourgeois a plaidé pour l'utilisation des ratios de RNB, donc, dont on recommande justement l'utilisation ici dans cette étude. Donc ça, c'est quand même intéressant de noter ça. Et sinon, d'autres dépenses, d'autres domaines où le Luxembourg dépense relativement peu, ben, c'est notamment dans le domaine de l'énergie, bon, ce qui ne surprend pas beaucoup, hein, du fait de l'indépendance énergétique quand même assez réduite du Luxembourg. Là, ça m'a assez bien surpris dans le domaine de la santé. On le voit ici, par exemple, pour les hôpitaux ou pour les services ambulatoires, où on voit que le Luxembourg, finalement, affiche une certaine maîtrise en la matière. Ça, je n'aurais pas vraiment deviné a priori. Mais comme je vous l'ai dit, par contre, pour ce qui est des produits médicaux et des produits pharmaceutiques, là, vous avez un dépassement très important. Euh, et alors, il apparaît aussi que, oui, par exemple, l'enseignement supérieur, là, pour des raisons assez évidentes, parce que beaucoup d'études, enfin, il y en a 16 000 étudiants luxembourgeois étudient à l'extérieur, et donc ça a pour conséquence que le Luxembourg dépense relativement peu en matière d'enseignement supérieur. Donc tout ça, c'était le tableau détaillé, comme ça vous voyez un peu l'analyse qui a été faite sur base du RNB, hein, du ratio RNB, revenu national brut en 2022. Là, c'est la même chose, mais sur base de l'autre indicateur qui est l'indicateur absolu. Et donc vous voyez que finalement, ça ne délivre pas un message très différent. Vous avez toujours les mêmes 7 catégories de dépenses en dépassement. Vous voyez que pour la globalité, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses, on a un dépassement vraiment très fort par rapport aux 4 pays voisins. Ça, je vous l'avais déjà dit avant. Et vous voyez toujours, comme je vous l'ai dit avant, que vous avez quand même diverses catégories en vert foncé où le Luxembourg dépense quand même relativement peu. Donc, je ne vais pas repasser là-dessus, hein, puisque c'est la dette publique, la défense et certains domaines de la santé, etc. Donc, vous voyez que ça donne un résultat largement congruent. Donc, je vous ai montré tout à l'heure toute une discussion, il y avait toute une digression qui portait sur quel est le choix le plus pertinent des indicateurs, quel est l'indicateur le plus pertinent parmi les deux qu'on considère comme étant relativement pertinent. Mais vous voyez que finalement, ça donne des messages assez concluants. Ben, peut-être pas en ce qui concerne la différence même, hein, la magnitude même des différences observées. Mais bon, voilà. Un autre message intéressant, là je vais essayer de faire peut-être un peu plus vite parce que je vois que le temps passe, mais c'est que ces dépassements ici, ces dépassements pour les 7 catégories que j'ai mentionnées, elles sont très robustes dans l'espace et dans le temps. Là, c'est quelque chose qui m'a... Bon, dans l'espace, ça m'a pas tellement surpris, mais dans le temps, ça m'a quand même beaucoup surpris. Et donc ici, dans ce graphique, ici, vous voyez à gauche, ça vous montre combien de fois le Luxembourg dépense plus pour chacune des catégories par rapport aux 4 voisins. Vous voyez, pour les services généraux, c'est 3 fois plus, par exemple, hein. En bleu, vous avez, non, plutôt en orange, vous avez par rapport aux 4 voisins. Donc là, c'est un peu similaire à ce que je vous ai présenté. Et en bleu, vous avez par rapport à la zone euro. C'est le même concept par rapport à la zone euro. Et vous voyez que le constat est le même. Par rapport à la zone euro, c'est même, le dérapage est même, paraît même plus important, hein, des dépenses. Et à droite, vous avez l'autre indicateur. Non, pas pardon, là, je me trompe un peu. À droite, vous avez euh, toujours cette fois-ci par rapport aux 4 voisins, mais ça, l'évolution dans le temps, cette fois-ci. Combien de fois on dépense plus que les 4 voisins, mais l'évolution dans le temps. Vous avez en bleu 2022, ça c'est un peu ce que je vous ai présenté, et vous avez 2005 en orange. Et vous voyez qu'il est très frappant de constater qu'en 2005, on avait pratiquement la même situation. Je vous ai montré juste avant les matrices, là, avec le vert et le rouge, les matrices détaillées. Et ben, si vous faites la même matrice pour 2005, j'aurais pu vous la montrer d'ailleurs, elle est dans l'étude en tout cas. Si vous faites la même matrice pour 2005, vous avez un résultat très largement similaire. Vous avez pratiquement la même distribution du rouge et du bleu, si vous voulez, et du vert, si vous voulez. Donc, vous avez
pratiquement les mêmes secteurs qui apparaissent en dépassement en 2005. Enfin, en fait, c'est 6 des 7. Vous n'avez pas la maladie dedans, mais vous avez 6 des 7 qui apparaissaient déjà en 2005. Et pour les domaines où on dépense moins, c'est pratiquement la même chose aussi. Et donc, c'est très surprenant de voir cette stabilité dans le temps. Donc, ça tend à montrer que les dépassements de dépenses, quand même assez accentués au Luxembourg par rapport aux quatre voisins, c'est pas quelque chose qui est apparu dans les 10 dernières années ou sous le gouvernement précédent ou le gouvernement d'avant. C'est quelque chose, en fait, qui apparaît très enraciné, on pourrait presque dire très, très coagulé d'une certaine façon. Et donc, c'est- on pourrait dire c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas un dérapage comme ça soudain, mais on pourrait dire aussi c'est une mauvaise nouvelle parce que ça montre que c'est quelque chose de justement de très coagulé. Donc ça pourrait être d'autant plus difficile à traiter, si vous voulez, hein. C'est un peu le message qui se dégagerait de là. Voilà, donc des dépassements qui paraissent relativement importants. Maintenant, pour quels résultats? Alors, pour voir, est-ce qu'on en a pour notre argent au moins? C'est ça la question qui se pose. Et donc, pour voir ça, il faut faire une analyse d'efficience. Qu'est-ce que c'est une analyse d'efficience? On regarde les inputs et les outputs. Et les inputs, qu'est-ce que c'est? Et c'est un peu ce que je vous ai présenté avant, ce sont les niveaux de dépenses publiques. Et ces niveaux de dépenses publiques, est-ce que ça produit des résultats en termes d'indicateurs? Est-ce que, en termes de performance? Est-ce que, bon, on dépense plus, mais est-ce qu'on tend à faire mieux que les autres pays à l'aune de divers indicateurs de performance? Alors, bon, c'est une question intéressante, mais malheureusement, très souvent, c'est difficile d'y répondre parce que faute d'indicateurs de performance suffisamment appropriés. Par exemple, dans le domaine de la santé, on utilise souvent l'espérance de vie comme indicateur, mais l'espérance de vie, ça peut être influencé par le fait qu'on va fumer beaucoup plus, on va boire beaucoup plus que dans d'autres pays où, enfin, vous voyez, ça peut être influencé par les comportements de vie, est-ce qu'on va souvent chez le médecin? Enfin, et donc, il y a des variables tierces qui peuvent complètement biaiser l'analyse. Vous pouvez aussi avoir des indicateurs de performance qui vont être trop précis, trop ciblés par rapport au domaine de dépenses couvert, ou à l'inverse, qui seront beaucoup trop larges par rapport au domaine de dépenses. Et enfin, vous avez le problème de la disponibilité statistique, parce que les indicateurs, bon, il y a beaucoup de conditions pour qui doivent être respectées pour avoir un bon indicateur. Et une fois que vous avez aligné toutes ces conditions, ben, vous risquez tout simplement de ne plus avoir de base de données disponible, d'indicateurs statistiques suffisamment précis pour satisfaire toutes ces exigences. Donc, c'est souvent très difficile de faire ces analyses. Ben, il y a quand même deux domaines où on a estimé qu'on pouvait quand même faire quelque chose, bon, qui était encore peut-être un peu préliminaire, mais enfin faire un petit quelque chose quand même. C'est le domaine de la vieillesse et c'est le domaine de l'enseignement. Et ici, c'est le domaine de l'enseignement qui apparaît, plus exactement l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire. Donc, on a mis tout ça ensemble. Et donc, on regarde les inputs, c'est-à-dire les niveaux de dépenses dans le fondamental et dans le secondaire. On a pris l'indicateur RNB, qui est plutôt favorable au Luxembourg, hein, pour le coup. L'indicateur absolu serait moins favorable. Donc, on a exprimé les dépenses en pourcentage du RNB. C'est ce qui apparaît ici, vous voyez, sur l'axe horizontal, hein. Et sur l'axe vertical, ben, vous avez l'indicateur de performance. On a pris le PISA. Malheureusement, on a pris le PISA 2018 parce que le Luxembourg s'est retiré de PISA, ce qu'on regrette beaucoup, parce que c'était quand même une sorte de... On peut toujours critiquer, hein, c'est toujours critiquable. On a beaucoup de spécificités au Luxembourg. Donc évidemment que PISA ne peut pas prendre en compte les mille et une spécificités du Luxembourg, mais on avait au moins une base, on avait quelque chose qu'on pouvait interpréter. Après, on pouvait se dire, oui, le Luxembourg présente telle ou telle caractéristique, donc attention dans l'interprétation, mais au moins on avait quelque chose à interpréter. Et maintenant, malheureusement, on ne dispose plus de ce PISA, donc on n'était pas dans l'étude PISA 2021, c'est pour ça que j'ai utilisé le PISA 2018. Donc ça peut paraître un peu du réchauffé, mais je n'ai pas l'impression que les données aient quand même changé très très fondamentalement depuis 2018. En tout cas, le graphique a été établi depuis 2018. Et donc voilà, et donc on a rapporté un peu tout ça, non seulement pour le Luxembourg, mais aussi pour les 30 autres pays qui ont été examinés dans l'étude. Et donc on a regardé le couple entre niveau de dépenses et PISA 2018, l'indicateur moyen PISA 2018 pour mathématiques, sciences et puis la langue maternelle, hein. C'est comme ça que c'est fait. Et alors voilà un peu ce que ça vous donne, le nuage de points. Et donc évidemment, le mieux, c'est qu'un pays se situe au nord-ouest, hein, ça vous l'aurez compris, se situe à l'ouest parce que ça signifie qu'il dépense moins, et se situe le plus possible au-dessus et le plus possible au nord, évidemment, parce que ça signifie que son score PISA est plus élevé.
Et donc voilà. Et ici, on a essayé d'identifier une frontière des meilleures pratiques. C'est un terme qui peut sembler un peu technique, mais qui est facile à comprendre en fait. La frontière des meilleures pratiques, ben ça, c'est la frontière qui rassemble les pays qui ne sont dominés par aucun autre. Donc, vous n'avez aucun autre pays qui est au nord-ouest de ces pays. Donc, vous n'avez aucun pays qui fait mieux quoi, en termes de combinaison entre les dépenses et les scores PISA et les résultats PISA. Résultats PISA qui concernent des élèves de 15 ans, hein, je le rappelle. Et donc ces pays qui ne sont dominés par aucun autre, c'est l'Estonie, c'est la Finlande, c'est l'Irlande, et puis bon, vous avez la Roumanie aussi qui n'est dominée par aucun autre. Et puis voilà, on relie ces pays, vous avez une sorte de frontière d'efficience, si vous voulez, hein, une frontière des meilleures pratiques en tout cas. Et le mieux est d'être le plus proche possible de cette frontière ou idéalement d'être sur la frontière directement. C'est mauvais d'être en décrochage par rapport à cette frontière parce que ça veut dire que vous dépensez trop ou que vous avez de mauvais scores PISA ou les deux en même temps. Et malheureusement, le Luxembourg, voyez le point entouré en rouge ici, est justement en fort décrochage par rapport à cette frontière. Donc, vous voyez que par rapport à des pays comme le Danemark ou le Portugal, bah, de tels pays dépensent autant que le Luxembourg en pourcentage du RNB en tout cas, mais affichent des scores PISA beaucoup plus élevés que le Luxembourg. Et vous voyez que des pays qui ont des scores PISA similaires au Luxembourg, comme attendez, parce que là j'ai du mal à me redire, Sur la l'Espagne, partie de l'étude, si vous oui, l'avez. comme Oui, par exemple l'Espagne a à peu près le même score PISA que le Luxembourg et dépense beaucoup moins que le Luxembourg, hein. C'est vraiment très, très, très net ici. Donc voilà, l'Espagne est aussi dans une meilleure situation. Et le Luxembourg est dans une moins bonne situation que chacun des quatre pays voisins, parce que chacun des quatre pays voisins tend à la fois à dépenser moins et à avoir des performances plus élevées. C'est le cas pour chacun des quatre pays. Et donc voilà, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ça pose des questions. Bon, évidemment, on sait bien qu'on a l'exigence du multilinguisme au Luxembourg, mais on a du mal à croire que ça explique, que ce facteur à lui seul explique un décrochage pareil tout de même. Donc, à tout le moins, ça pose des questions. En tout cas, ça mérite d'ouvrir un certain débat, si vous voulez. Et justement, en termes de... Que s'agit-il de faire face à de tels constats? Donc, des dépassements de dépenses quand même importants, quel que soit l'indicateur considéré. Et bon, il ne coule pas de source, disons, même si je n'ai pas fait une analyse d'efficience complète parce qu'elle est très difficile à faire. Euh, mais il ne coule pas de source qu'on soit tellement plus que ça se traduise par des résultats hein, en termes de performance. Donc, que faire face à une situation pareille? Ben, je dirais, c'est un premier passage en revue qui appelle, c'est un peu comme la lanterne olympique, si vous voulez, le flambeau olympique. Hein, ça, voilà, je parcours une partie du trajet et puis on espère que d'autres vont parcourir une autre partie du trajet. Je trouve que ça pose quand même des questions intéressantes. Maintenant, faut aller plus avant. Donc, en termes d'analyse, par exemple, quand il s'agit de l'enseignement, ben, regardez un peu aussi avec des spécialistes de l'enseignement, avec des sociologues, là, je dirais presque parfois aussi avec des historiens, avec le personnel des ministères concernés, avec des politiques, enfin, vraiment faire des sortes de forums d'analyse un peu de la situation pour essayer de vraiment bien comprendre ce qui se passe, essayer de répondre aux questions qui sont posées. Hein, des forums que j'appelle d'analyse et d'action. Hein, donc l'action est très importante aussi. Donc il ne faut pas seulement discuter, hein, il faut que ça se traduise par quelque chose. Bon, il y a par exemple, le gouvernement a lancé toute cette discussion sur les pensions. On va voir un peu quelle forme ça va prendre, mais ça peut être quelque chose d'un peu similaire, par exemple, mais en particulier dans les domaines où on identifie des dépassements importants de dépenses publiques. Ou ça peut être aussi dans des domaines où on voit qu'on dépense nettement moins, pour le coup. Ça peut être dans le domaine de, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais recherche et développement, il y a par exemple recherche et développement en matière de santé. On pourrait se demander si on ne pourrait pas dépenser plus. Donc on pourrait aussi s'atteler à ce genre de sujet. Mais en tout cas, essayer de bien comprendre ce qui se passe avec une analyse pluridisciplinaire, c'est très important. Là, je viens avec le point de vue de l'économiste, mais je n'ai pas la prétention de croire qu'on a toute la vérité de notre côté, qu'on est les seuls à être capables de voir clair. Donc, il faut vraiment aussi des sociologues, il faut des spécialistes, par exemple, de l'enseignement, etc., quoi, hein, c'est vraiment une analyse pluridisciplinaire, mais qui mène à quelque chose, hein, ça c'est très important, avec une feuille de route précise. Et simultanément, commencer à réfléchir à l'intérêt pour le Luxembourg
de dispositifs d'encadrement des dépenses qui sont souvent évoqués, hein, qui ont déjà souvent été évoqués au Luxembourg aussi, ou à l'étranger, ou mis en œuvre à l'étranger déjà, hein, dans beaucoup de pays. Il peut s'agir de revues générales de dépenses publiques, soit stratégiques, soit plus ciblées. Le budget en base zéro, donc on ne reconduit pas purement simplement le budget de l'année précédente sans autre forme de procès, on regarde vraiment analytiquement les choses, avec une sorte de comptabilité analytique. La budgétisation par objectif, comme en France ou aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ça semble avoir quand même très bien marché. Ils avaient lancé ça sous forme de projet pilote en septembre 2001. 2001, donc je dis bien, donc ça fait déjà un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une démarche évolutive. Ils ont commencé à aller dans un sens, et puis à regarder quel était le feedback un peu, en essayant de responsabiliser aussi les responsables de ministères, par exemple, hein. Donc responsabiliser les gens, hein, c'est pas purement comptable, hein, avec vraiment un suivi de la situation. Et puis commencer à voir quels sont les résultats, les feedbacks, et puis revoir le cadre, la budgétisation par objectif, revoir le cadre de la budgétisation en fonction de ces feedbacks. Donc, ça a été vraiment un système évolutif. D'abord un projet pilote, puis on essaye de perfectionner au fil du temps. Donc ça, c'est une démarche très intéressante. Je crois qu'il faudrait vraiment regarder de près ce qui a été fait aux Pays-Bas, surtout un pays en plus qui a réussi à quand même pas trop mal maîtriser ses finances publiques. Des analyses coûts-bénéfices renforcées pour les investissements publics notamment, la numérisation des services, même si là, ça peut aussi entraîner parfois des coûts, hein, c'est pas uniquement dans un sens. Des normes d'évolution des dépenses, le cas échéant, qui seraient adaptées à la situation du Luxembourg. Préinscription du Luxembourg à l'étude PISA, ça, je trouve que ce serait quand même très intéressant. On aurait déjà un indicateur de performance intéressant de ce point de vue-là. Et l'intégration au projet de budget d'exercice bon, on a fait ici un exercice de comparaison internationale. Dans le cadre du projet de budget 2017, il y avait déjà eu un exercice de comparaison internationale aussi, qui était très, très intéressant. Malheureusement, c'est un exemple unique. Ça n'a pas été reconduit, hein. Il y a des parties du budget qui sont reconduites d'une année à l'autre, qui sont très intéressantes d'ailleurs. Mais cette partie qui était formidablement intéressante de comparaison internationale et qui était quand même déjà relativement détaillée, n'a malheureusement pas été reconduite. C'était vraiment un one-shot. Donc, ce serait quand même la moindre des choses, je dirais, de réintroduire ce type de dispositif. Donc, voilà un peu. J'espère que cette nature a suscité des questions et que ça pourrait être de nature à susciter la discussion. Merci de votre attention en tout cas. J'espère ne pas avoir été trop long, trop Bien. technique. Merci Muriel. Alors, je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, oui, voilà. Il faut le dire, il faut dire qu'il y a tout un tas d'autres choses dans l'étude qu'on peut sortir. Et en fait, moi, quand j'avais préparé la présentation qu'on a faite il y a un mois à cette étude, je m'étais rendu compte qu'il y avait plusieurs études dans l'étude. Et il y a une richesse assez incroyable dans tout ce qui a été fait. Et là, vous avez encore, malgré cette présentation, un aperçu qui est encore que partiel. Alors, pour la discussion, pour les personnes qui sont dans la salle, vous avez devant vous des petits micros qui sont rouges quand ils sont éteints. Pour les allumer, il faut appuyer une fois doucement et attendre quelques secondes. Ne rappuyez pas. Il y a un petit temps de latence. Pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez, si vous souhaitez poser des questions, lever la main sur Teams et puis on vous donnera la parole. Évidemment, normalement, on devrait vous entendre correctement. On a fait quelques tests avant. Donc, quelqu'un a-t-il une première question et auquel, si la première est trop dure, on peut passer à la deuxième. Bon, merci beaucoup. Je travaille au Statec, je suis économiste dans la division de conjoncture économique et la modélisation. J'ai une question, j'ai en fait une réflexion sur le graphique que vous avez montré sur le PISA. Si je comprends bien, les dépenses, elles sont basées en 2022 et le score PISA 2018 parce que c'était le dernier PISA disponible. La première pensée que j'ai eue, c'est que le PISA, comme c'est un examen qui est donné à des élèves de 15 ans, leur performance reflète pas vraiment les dépenses effectuées en 2018 et en 2022. Bon, évidemment pas en 2022, mais pas en 2018, mais plutôt un cumul des dépenses effectuées au cours de 10 dernières années.
Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que on aurait un graphique similaire si on prenait, plutôt que de prendre une année de dépenses, une moyenne de dépenses de 10 dernières années, par exemple? Attendez, oui. Tiens, voilà. Oui, en fait, quand j'ai décrit le graphique, je n'ai pas été suffisamment complet. Dans l'étude, c'est décrit, mais quand je l'ai présenté, c'est vrai qu'on pourrait croire que ce sont les dépenses 2022-2022 qui sont utilisées comme input quoi, de l'analyse, mais en fait, non, ce n'est pas le cas. En fait, donc, je vous ai dit, ça concerne le fondamental et le secondaire. Pour le secondaire, comme PISA sont des élèves de 15 ans, donc, dans le secondaire, j'ai pris les dépenses de 2018, les dépenses publiques donc d'enseignement dans le secondaire de 2018. Et pour le fondamental, pour tenir compte d'un effet de décalage dans le temps, parce que ceux qui ont 15 ans, évidemment, en 2018, bon, ils étaient au milieu de l'âge pour le fondamental, c'est de l'ordre de 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans, en 2010. Donc pour le fondamental, j'ai pris 2010 en fait. Oui. Le micro, il faut le micro, pardon. On voit qu'à partir de 2005, par exemple, l'écart avec les pays voisins, il passe d'un écart négatif à un écart positif, ce qui sous-entend que les dépenses au Luxembourg, elles ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Et avec ça en tête, bon, le PISA de 2018, si on regarde l'évolution des dépenses, peut-être que on n'est pas si mal que ça, dans le sens où les pays, par le passé, ils ont dépensé beaucoup plus que nous dans le secondaire. Et donc, le point d'efficacité, il pourrait être un peu évalué. Pas plus haut, mais plus à Oui. gauche. Oui, C'est juste une... oui, j'aurais peut-être pu considérer aussi des dépenses, en fait, encore un peu antérieures à ce qui a été fait. Mais cela dit, fort heureusement, la situation est quand même moins grave qu'on aurait pu le croire dans la présentation que j'ai faite maintenant, où on pourrait croire qu'en effet, j'avais utilisé des dépenses 2022, où là, pour le coup, on serait même au-delà du PISA 2018, on serait 4 ans au-delà, où là, en fait, j'ai considéré donc 2010 et 2018. Donc, disons, on diminue déjà le biais potentiel lié à ça. Mais enfin, je suis d'accord que peut-être qu'on pourrait peut-être encore tester des années antérieures et voir un peu. Mais il faudrait presque le faire par année, quoi. C'est ça le problème. On n'a pas des données COFOC par année, c'est ça le problème. Enfin, je ne vais pas dire par année calendrier, mais par année d'études, si vous voulez. Un pour chacune des cohortes, des années d'études. Idéalement, il faudrait le faire comme ça et avec des années différentes chaque fois. Mais malheureusement, on est obligé de le faire par bloc parce on a le COFOC pour l'ensemble du fondamental, quelle que soit l'année, hein, c'est 12 ans ou c'est 8 ans, et l'ensemble du secondaire, je veux dire, et puis l'ensemble du fondamental. Mais, mais sinon, c'est pertinent. Madame Hénico. Ah. Voilà. Ça n'est pas comparable au système d'éducation luxembourgeois. Là, il faut le dire clairement, aucun pays de l'Europe n'a une situation comparable à celle que nous avons. Il faut bien le reconnaître. Il y a des classes d'éducation précoce où l'enseignant se trouve avec des enfants qui ont jusqu'à 9 langues différentes. Alors, comment veut-on s'y prendre? Je suggère que IDEA s'attaque à une analyse de fond des problèmes de l'éducation nationale. Car le seul critère qui, à mon avis, serait valable en ce moment, on a annoncé les résultats de l'enseignement secondaire de la fin d'études. Alors, il y a eu 99 ou 90% de réussite dans les écoles européennes
et dans les écoles luxembourgeoises, un pourcentage de 70% de recettes, de réussite. Pourquoi? Pourquoi ce décalage? Alors, il y aurait des choses à dire sur le système d'enseignement, mais là, comparer uniquement les chiffres, ça ne suffit pas. Et j'aimerais ajouter une phrase de grâce. Ne revenez pas sur l'étude, les comparaisons de l'étude PISA, car il y a d'autres problèmes à relever, par exemple le rallongement de l'obligation scolaire. Est-ce que c'est justifié ou bien qu'est-ce qu'on en fait ou bien n'y aurait-il pas eu d'autres modèles au lieu de rallonger la période scolaire? Donc il y a plein de choses à discuter. Alors vos chiffres, oui, d'accord d'avoir fait cette comparaison, mais il faut bien reconnaître qu'on est dans une situation très spéciale, très aussi difficile et très engagée sur l'avenir du pays, car si nous n'arrivons pas à avoir le personnel bien formé dès le début de la scolarisation, alors le pays n'a pas d'avenir. Alors donc, il faudrait travailler vraiment dans le fond sur cette question. C'est là. Madame qui avait une question. Oui. Oui. Allez-y, madame. Bonjour, merci pour votre analyse. Je reviens, en fait, oui, je suis d'accord avec la dame, parce que je suis représentante des parents d'élèves de Sens, de l'école de Sens, et j'ai été aussi à Muhlenbach et j'ai 5 enfants. Et donc, je ne vois pas l'intérêt du PISA, ça c'est sûr et certain. Le système luxembourgeois est complètement différent de ce qui se passe dans les autres pays, donc c'est incomparable. Donc moi, je suis d'accord de ne pas revenir avec le système PISA. Mais concernant les dépenses, moi, je me suis demandé, j'ai cru voir des chiffres, ça concerne en fait les salaires des professeurs, des instituteurs. Et donc, par rapport aux autres professeurs des autres pays, qui gagnent largement moins. Donc, mais je ne pense pas qu'on pourrait faire quelque chose à ce niveau, vu que déjà dans la mentalité luxembourgeoise, ce métier, c'est disons, on a besoin de bons professeurs, mais il faut qu'en fait, ils soient bien formés. Je reviens avec ce qu'elle a dit, qu'ils arrivent à former des enfants de différentes horizons. Ils sont avec le multiculturalisme, le multilinguisme, c'est pas évident. Mais comment faire que ces professeurs, avec comment dire, le salaire qu'ils reçoivent, puissent vraiment faire ce travail donc voilà, je ne sais pas si c'est possible de réduire en fait cette dépense et d'avoir un impact. Je me pose des questions en fait à ce niveau. Je dirais tout d'abord merci pour vos deux questions. Donc, ça montre que, d'une certaine façon, j'ai raison dans l'étude de dire que d'abord, ça pose des questions et qu'il faudrait y répondre avec des forums d'analyse vraiment pour aller plus loin dans l'analyse de ce qui se passe, hein. Donc, déjà, vos deux réactions ici montrent qu'il y a en effet beaucoup de choses à discuter et qu'on ne peut pas se contenter d'évidence, on ne peut pas se contenter de ce que vont dire les économistes, parce que c'est vrai que je viens avec mes chiffres d'économistes, mais c'est un point de départ. Mais d'ailleurs, je l'avais dit lors de la présentation, c'est quelque chose qui reste encore assez préliminaire, ça pose surtout des questions et ça vise à susciter la discussion. Et là, vous avez donné pas mal d'éléments de discussion qui sont déjà formidablement intéressants. Et en effet, c'est un enjeu énorme pour l'avenir et qu'il faut vraiment discuter de ça. Il faut discuter de ça avant de penser, ça c'était pas du tout ce qu'on a à l'esprit, avant de penser faire des économies, hein. C'est pas vraiment ça
Ce serait tout à fait maladroit de dire sur base de l'étude ici, tiens, les salaires, on dépasse les pays voisins. En termes de dépenses totales d'enseignement, on dépasse les pays voisins. Je ne sais plus à raison de combien de pourcents, à vrai dire. Enfin, c'est beaucoup en tout cas. 34. C'est combien? C'est à la page 34 que vous avez la réponse. Oui, enfin, c'est de l'ordre de 50, 60, quelque chose comme ça, même peut-être plus. Oui. Et évidemment, ce serait ridicule de dire on va diminuer les dépenses d'un tiers, hein, parce qu'on dépense. Hein, au contraire, il faut commencer à discuter un petit peu. Et puis, bon, tout ça relève du politique aussi. Hein, quand on regarde le graphique, est-ce qu'on va vers les pays qui un indicateur similaire, dépensent moins, ou est-ce qu'on va vers les pays qui, à dépenses identiques, vont avoir des indicateurs bien meilleurs? Donc, la combinaison des deux, il revient aux politiques de le décider. Bon, personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire, je vous le dis tout de suite, mais bon, enfin, peut-être que vous n'avez rien à faire de mes opinions personnelles, mais j'aurais tendance à dire que c'est tellement important pour l'avenir en termes de capital humain. Moi, j'irais plutôt vers l'amélioration de la qualité. Et effectivement, avoir un personnel bien formé, c'est essentiel. Merci. Il y avait encore Monsieur Hollinger, Marc, Monsieur Adam. Merci. Je voudrais dire de façon générale, je pense que tout le monde est d'accord, que c'est quand même une démarche très intéressante qui a été faite par Muriel Bouchet, très utile, parce qu'elle n'a pas été faite jusqu'à présent par d'autres instances. Je pense que ça s'adresse surtout en somme à une Cour des comptes, qui est là pour donner un avis sur l'économicité des dépenses de l'État, mais c'est aussi intéressant pour le ministère des Finances. Donc, je trouve cette démarche très intéressante. Elle est aussi assez complexe et souvent on dit le diable est dans les détails. Il y a quand même beaucoup de calculs ici qu'on ne peut pas retracer. Ce n'est pas une critique, c'est simplement une constatation et ce serait intéressant, évidemment, pour les différentes constatations, de voir comment tout est calculé, l'élimination des dépenses pour les frontaliers, etc. Ça repose aussi sur beaucoup de données du Statec, mais qu'on n'a pas ici. Néanmoins, je trouve ça très intéressant et je reconnais qu'il y a beaucoup de travail. Maintenant, j'ai juste deux remarques. Une première remarque concernant effectivement PISA. Là, je soutiens tout à fait ce qu'a dit Mme Manico. Je voudrais dire aussi que, certes, les syndicats et en général discutent aussi de l'échantillon qui est pris pour PISA, qui ne serait pas toujours identique d'un pays à l'autre. Voilà. Pour les hauts salaires, c'est un fait, mais ils se retrouvent aussi dans le revenu national net, évidemment. Donc là, le dénominateur élimine en partie l'effet des hauts salaires. Ça, ce n'est pas forcément le vrai problème. Par contre, j'ai deux remarques maintenant sur le rapport et en dehors de PISA. À la page 18, il y a le tableau qui devrait montrer qui montre le lien entre le RNB par habitant et les dépenses publiques totales par habitant. Moi, je trouve que si je regarde ce graphique, Luxembourg se trouve vraiment sur la droite qu'on peut tracer à travers les différents pays. Et je suis d'accord qu'effectivement, la Suisse et l'Irlande sont en dehors, et la Norvège. Mais est-ce que cela veut dire que Luxembourg est mal situé ou est-ce que ça veut dire que ces pays-là ont peut-être des ronds particulières pour être en dehors de la droite? Luxembourg se trouve à la page 18. Luxembourg se trouve tout en haut, mais c'est dans la droite des autres pays. Alors peut-être qu'il y a des explications pour ces pays-là. Voilà. Deuxième remarque, ça concerne le tableau à la page 22, les dépenses des administrations publiques par fonction, différence entre le Luxembourg, ratio RNB, et la moyenne de ses quatre voisins, ratio PIB. Alors là, on voit par exemple pour la vieillesse une différence de 1,5%, qui est très rouge. Mais si je rapporte cela au tableau à la page 5, les 7 domaines de dépenses en dépassement qu'on nous a montrés, là, on voit que les dépenses de vieillesse représentent dans les autres pays 9,7%, arrondissons à 10. Alors, une différence de 1,5% sur 10%, ça fait 15% d'écart. C'est peut-être beaucoup, mais c'est beaucoup moins que l'écart qu'on a pour les services généraux. Pour les services généraux, on passe de 1,2 à 2,4 pour le Luxembourg. Donc, c'est 50% en plus. Donc, je veux relativer les tableaux de la page 22 et insister sur le tableau de la page 5 qui met en valeur effectivement des dépassements et qu'il faut rapporter au pourcentage que ces dépenses représentent dans le total.
il est intéressant de comparer l'évolution des dépenses de pension en 2005, le dépassement, et en 2022. Il a beaucoup baissé. Ça ne change rien à la problématique future. Voilà. Oui, merci pour l'appréciation très positive. Bon, pour ce qui est du graphique de la page 18, oui, évidemment, c'est comme toujours avec les nuages de points, ça dépend un peu de quel pays on va décider d'éliminer ou pas, les outliers, etc. En tout cas, pour les pays dont le RNB dépasse 35 000, j'ai quand même, c'est peut-être un peu artisanal, mais calculé un coefficient de corrélation qui est reproduit dans le papier et qui est quand même significatif. Bon, maintenant, tu me diras, on va retirer la Suisse, peut-être qu'on n'aura plus la même chose, mais bon. Mais en tout cas, je dirais sur base de ce graphique-là, on ne voit quand même pas de façon très évidente un effet Wagner qui se dessine. Et c'est d'autant plus évident que il y a quand même il y a quand même d'autres effets qui iraient quand même dans le sens d'un lien positif entre le RNB et la dépense, c'est que tu peux avoir une causalité inverse déjà, hein, enfin, les dépenses publiques qui vont renforcer le PIB d'une façon ou d'une autre, ça peut jouer aussi. Et tu peux aussi avoir un effet qui n'est pas un effet Wagner, mais un pays est plus riche et il va dépenser, il a plus de ressources, il a plus de recettes, et donc il va dépenser plus. En dépensant un peu n'importe comment peut-être, mais il va dépenser plus. Ce n'est pas l'effet Wagner, parce que l'effet Wagner, ça correspond à un besoin que je considère comme assez légitime, qui émane de la population, parce qu'elle est plus riche. Là, c'est un autre effet, c'est parce qu'on a plus d'argent, ça brûle les doigts et puis on le dépense. Et là, tu auras aussi un lien positif. Donc, tu pourrais avoir un lien positif en dehors d'un effet Wagner. Or là, on n'a pas un effet positif très manifeste. Et donc, j'enduis que ça commence quand même à faire une forte présomption qu'on n'a pas d'effet Wagner, en tout cas à partir d'un certain niveau de revenu. Là, ça me semble quand même. Et alors, pour la page 22, oui, mais effectivement, mais justement, c'est bien d'avoir le tableau de la page 22 qui est assez détaillé et d'avoir aussi celui de la page 5 qui est moins détaillé, mais qui au moins donne effectivement permet de voir le rapport entre les deux. Par exemple, pour la vieillesse. Là, c'est vrai que pour la vieillesse, oui, c'est vrai qu'en relatif, la disproportion n'est pas énorme, mais on a quand même une disproportion malgré tout. On a quand même plus au Luxembourg, alors que souvent on parle de cette catégorie vieillesse en dynamique en disant actuellement tout va bien. Enfin, et quand on voit sur cette base-là, ce n'est pas tout à fait le cas. On est quand même surpris de voir ça. Et quand on regarde l'indicateur absolu, on a une disproportion quand même assez manifeste, même dans le graphique de la page 5. Donc voilà. Marc, ça faisait un moment que tu avais demandé. Oui. Merci beaucoup. Merci aussi à Muriel et à l'équipe d'IDEA pour ce papier très éclairant. Juste quelques remarques très, très ponctuelles. Donc, tout d'abord, je suis tout à fait d'avis comme vous qu'il faut se méfier par rapport aux indicateurs qui sont exprimés par rapport au PIB pour les raisons qui ont été rappelées à juste titre. En revanche, il y a peut-être aussi quelque chose d'exploratoire qui serait un jour intéressant de faire. J'imagine, pas un encadré ou quelque chose d'analogue pour un peu tenir compte des structures d'âge. Maintenant, un pays qui est en 2022, qui était proportionnellement moins touché par le vieillissement démographique, aurait normalement aussi, toutes choses égales par ailleurs, moins de dépenses ou une intensité moindre de dépenses dans tout ce qui est hôpitaux, vieillissement, etc., parce que sa population est plus jeune. Et je crois savoir, sans avoir les chiffres, que le Luxembourg a vu l'immigration qu'on a vue ces 20 dernières années, a quand même une population plus jeune que la moyenne européenne. Et c'est encore plus vrai si on regarde la population active. Donc, est-ce qu'il y aurait de façon exploratoire une façon d'apprécier ce dividende démographique dont profite aujourd'hui le Luxembourg, mais qui, évidemment, à l'avenir, risque de s'inverser, sauf si le Luxembourg continue, je dirais, à attirer tous les ans 10 000, 15 000 nouveaux habitants, ce qui est quand même légitime de remettre en question à la longue. Euh, un autre, mais ça c'est vraiment une remarque ponctuelle. Il y avait un graphique qui a été commenté, mais pas tout n'a pas été commenté, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait commenter, mais j'ai vu que en 2005, le Luxembourg, par rapport, c'était, je crois, une comparaison, combien de fois le Luxembourg dépense l'équivalent de la zone euro
pour une certaine fonction. Et donc, pour la maladie et pour l'invalidité, on était en 2005, on était à 0,9. Donc, on dépensait moins, je ne sais pas par habitant ou par rapport à RNB, je ne sais plus, que la moyenne de la zone euro. Et ce facteur-là a carrément doublé. Donc, on est passé de 0,9 à 1,8. Pour le reste, tu avais commenté, Muriel, que on reste plus ou moins dans les mêmes proportions, 2 fois, 3 fois, et que c'était plutôt un indicateur qui montrait que ça s'enracine. Par contre, donc, il semble y avoir eu quand même pour le domaine de la maladie et pour l'invalidité un changement structurel. Le Luxembourg est passé d'un pays qui dépense moins que la moyenne de la zone euro à un pays qui dépense 2 fois la moyenne de la zone euro. Donc, il y a quelque chose de structurel là-dedans et c'est maladie et invalidité. Donc, on ne parle même pas d'absentisme qui n'est pas lié à ces deux choses-là. Donc, c'était juste une remarque. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou quelque chose que tu l'aurais observé en faisant l'étude? Et peut-être dernière question, mais c'est vraiment de façon générale, on a basé cette étude sur les COFOG, qui est une classification, je crois, des Nations Unies. Est-ce qu'on est confiant? Là, je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Je sais que dans des réunions que je suis, on parle souvent de thermomètres qui ne sont pas bons, de mauvais indicateurs, etc. Donc, je connais tous cette démarche. La même chose est vraie pour PISA, il ne faut pas avoir un fétichisme PISA, mais il faut quand même aussi voir les choses dans PISA, telles que le Luxembourg est le pays qui a le plus d'écart dans les scores en fonction du background socio-économique. Et c'est en même temps le pays qui a le plus je veux dire, de personnes qui parlent des langues différentes. Donc, le problème est amplifié. Donc, je crois quand même PISA donne aussi des enseignements actionnables. Mais je ferme cette parenthèse PISA. Je voulais juste plutôt savoir, Muriel, cette classification COFOG, est-ce qu'elle tient vraiment la route et est-ce que tout le monde joue le jeu et est-ce que tous les offices statistiques sont aussi diligents que le Statec ou Eurostat pour un peu rapatrier, j'ai dit ramener ces dépenses publiques pour les mettre dans ces boîtes COFOG? Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup pour les questions. Oui, pour ce qui est de la structure démographique, là, la page 27 de l'étude, j'avais mis un graphique avec la composition de la population. C'est vrai que je n'ai pas tenu compte de cette composition dans les graphiques que j'ai présentés ici. Et c'est vrai qu'on pourrait penser aussi à une présentation qui irait plus dans ce sens-là. Mais en effet, pour corroborer ce que tu disais, le Luxembourg, il apparaît dans ce graphique de la page 27 qu'en 2022, enfin, le Luxembourg comptait 20,4% de personnes de 60 et plus. Et si on prend la moyenne des 4 pays voisins, bah, c'est plus en Allemagne, mais bon, la moyenne des 4 pays voisins, c'est 27%. Ah oui. Et donc, ça fait quand même une différence assez importante. Alors, effectivement, on ne peut pas dire que j'ai tellement chargé la barque dans mes présentations en ce qui concerne les dépenses de vieillesse, parce que si je les avais exprimées en pourcentage, enfin, si j'avais divisé, par exemple, par le nombre de personnes de 60 et plus, j'obtiendrais une disproportion encore plus forte entre le Luxembourg et les 4 pays voisins. Ben, d'ailleurs, le calcul figure quand même dans l'étude, mais ça n'a pas été repris enfin, dans les tableaux détaillés. Mais il apparaît que, par exemple, les dépenses de vieillesse par personne de 60 et plus au Luxembourg en 2022, c'était 34 000 et c'est 14 500 dans les 4 pays voisins. Donc là, on voit la disproportion qui est encore bien plus importante que dans les graphiques que je vous ai présentés. Mais effectivement, c'est aussi intéressant peut-être d'exprimer comme ça, hein, d'exprimer en fonction de tenir compte un peu plus de la structure de la population. Pour la petite histoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour les dépenses d'enseignement, je les avais redressées pour tenir compte de la structure d'âge différente dans les différents pays. Hein, c'est ainsi que dans un pays comme l'Allemagne, où il y a quand même moins de jeunes, ben j'ai réestimé les dépenses à la hausse, les dépenses d'éducation, avec des coefficients que j'ai calculés par rapport à la moyenne des pays de l'échantillon. Donc là, j'en ai tenu compte explicitement quand même de la composition de la population. Pour ce qui est de la classification au COFOG, oui, tout ce que je peux vous dire, peut-être le Statec pourrait en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, c'est une classification qui a un grand mérite. D'abord, elle concerne quand même l'ensemble des pays européens et même la Suisse, la Norvège, et puis il y a encore un autre pays qui est concerné, je ne me viens plus à l'esprit maintenant. Donc ça permet quand même une certaine comparaison entre pays raisonnablement comparables. Et ce système statistique a quand même l'avantage qu'il est quand même bien codifié, qu'il est quand même
codifié de façon précise. C'est ainsi que Eurostat a publié un manuel COFOC, qui fait, si je ne me trompe pas, 300 pages quand même, 300 pages, où on vous décrit poste par poste exactement ce qu'il y a dedans. C'est grâce à ça, ça m'a été très utile, par exemple, pour interpréter dans l'étude. Hein, par exemple, les services généraux, c'est pas toujours clair ce qu'il y a dedans, donc ça a été très utile, la description qui est dans le manuel Eurostat. Et aussi, par exemple, pour les produits médicaux et pharmaceutiques, bon, c'est très intéressant de voir, par exemple, que ça ne concerne pas les produits en institution. Hein. Dans les hôpitaux, ben, c'est dans une catégorie séparée. Et donc, tout ça apparaît très clairement. Donc, je dirais pour l'utilisateur, c'est quand même très précis. On voit exactement quand même ce qu'il y a dans les différentes cases. Et bon, a fortiori, pour les comptables nationaux dans les différents pays, ils voient quand même clairement ce qu'il y a. Maintenant, j'espère que c'est quand même bien suivi à la lettre. Je n'ai pas été jusqu'à contrôler dans chacun des pays, mais en tout cas, disons qu'il y a une base de 300 pages qui est très détaillée et qui a le grand mérite d'exister. Et donc, j'ai tendance à dire que c'est quand même une base, c'est peut-être pas parfait, il y a peut-être des problèmes de classification. On voit quand même parfois dans des toutes petites catégories comme ça, mais c'est plutôt dans les petites catégories, des petites catégories assez résiduelles. Il y a parfois des pays qui ne mettent rien et d'autres pays qui mettent quelque chose. C'est parfois un peu bizarre, mais c'est pour des petits montants, en vrai dire, hein. C'est pas pour le plus important. Et donc, en tout cas, ça a le mérite d'être bien codifié. Donc, j'ai tendance à faire quand même assez bien confiance et ça a le mérite d'exister, en tout cas. Parce que sinon, c'est une sorte de nihilisme statistique. On casse le Oui, terme. oui, c'est clair. On n'a plus rien. Je vous en prie. Merci Myriam. Donc, moi, je voudrais quand même relever, effectivement, comme tout le monde d'ailleurs, la qualité quand même et l'originalité de l'étude. Je crois que dans les questions qu'on a vues, effectivement, c'est une étude qui est basée sur les sciences sociales. Donc, il y a toujours à boire et à manger, mais je crois que c'est évidemment normal. Et donc, il faudrait plutôt quand même voir et dire à partir de cette étude-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour faire mieux, parce que c'est ça. Alors, et je pense que c'est ça l'exercice qui devrait être fait au niveau de ceux qui ont un impact sur la dépense publique, que ce soit d'abord l'inspection des finances, le ministère des Finances, les différents ministères ceux qui sont en charge de la dépense pour essayer de voir en quoi est-ce qu'on peut effectivement améliorer. Ensuite, il y a le débat politique. Est-ce qu'on veut plus de dépenses ou moins de dépenses, mais par rapport à un objectif ou par rapport à un volume ou à un service qu'on veut avoir? Ça, c'est un débat qui est fortement politique et qui a trait aussi en partie à la redistribution du revenu dans dans une économie nationale. Par exemple, si je saute sur vous avez vu, quand vous essayez de mesurer l'efficience de la politique, on a discuté maintenant beaucoup de PISA. Bon, alors si PISA n'est pas le bon critère, alors il faudrait avoir une réflexion, quel est le bon critère, ou est-ce qu'il y en a plusieurs, et ensuite faire les choses. Ou pour l'efficience de la dépense vieillesse, vous avez dit, c'est l'inverse du seuil de pauvreté. Mais en fait, c'est que la conclusion c'est que les pensions élevées sont très nombreuses et très élevées au Luxembourg et donc n'ont pas l'effet qu'on voudrait avoir sur le risque de pauvreté. Au contraire, si on veut réduire le risque de pauvreté, il faudrait augmenter les pensions basses et diminuer fortement les pensions hausses. Donc j'espère qu'on va en savoir dans le grand débat national qui sera maintenant lancé en septembre au niveau de la dépense. Et je crois effectivement donc que la prochaine étape, c'est de voir quels sont les critères pertinents pour mesurer le volume, donc l'input et l'output, et où est-ce qu'on peut effectivement faire mieux. Et donc, en ce sens-là, moi, j'encadre aussi tous les partis politiques, tous ceux qui s'occupent de la
de la dépense publique, y compris aussi les champs professionnels qui font des avis pour faire cela. Moi, j'avais encore quand même une question au-delà de ce commentaire un peu général, c'était les dépenses la catégorie des dépenses d'investissement. Parce que, en fait, l'étude ne fait pas un zoom là-dessus. Or, ce qui caractérise beaucoup l'économie luxembourgeoise, c'est que on dit toujours on investit plus ou pratiquement même 2 fois plus que la plupart des autres pays. Je pense que c'est effectivement, c'est vrai, mais la question là aussi est de savoir pour faire quoi? Est-ce que notre kilomètre d'autoroute est plus cher ou moins cher? Est-ce que notre kilomètre de train, comme on investit beaucoup maintenant dans les transports, quelle est l'efficience de la dépense au niveau des investissements publics? On dit toujours nos lycées, on en construit beaucoup, mais sont quand même extrêmement chers par rapport à ce qu'on compare à l'étranger, parce qu'on n'a pas des lycées qui sont construits sous des normes et mais on fait chaque fois une œuvre d'art, effectivement. Donc il faudrait un peu réfléchir aussi là-dessus. Et ma question était de savoir, est-ce que vous avez regardé un peu le volet dépenses d'investissement? Et si non, à ce moment-là, moi, j'aimerais bien vous inviter à creuser ensuite cette chose-là et pour essayer de mesurer l'efficience de la dépense par rapport aussi aux politiques d'investissement. Et après, il y aura... Vas-y, réponds. Ah oui, oui, c'est vrai que je n'ai pas regardé, j'ai surtout regardé par fonction. Je n'ai pas regardé vraiment de façon transversale l'ensemble des investissements. Mais cela dit, il y a quand même un zoom sur certaines dépenses par fonction, où là j'ai parfois décomposé la partie investissement. C'est ainsi qu'on voit que dans l'enseignement, par exemple de 2005 à maintenant, euh, la part des rémunérations a augmenté et la part des investissements a quand même nettement diminué. Et, et j'ai fait le même calcul pour d'autres fonctions. Et la plupart du temps, on assiste quand même plutôt à une évolution un peu similaire. Donc, il y a une sorte d'effet d'éviction qui apparaît. Et maintenant, pour l'aspect étude d'efficience des investissements publics, ça, c'est effectivement très, très prometteur comme recherche. Ça fait partie aussi des choses qui seraient à approfondir dans les forums dont je parle. Et, euh, et effectivement, regarder un peu l'efficience de l'investissement public, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait ici, hein, ça c'est certain. On a eu plutôt l'approche par fonction, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu. Mais c'est évident qu'il y a une évaluation, une mesure. Il y a des choses que les chiffres ne disent pas, hein. L'investissement, c'est un montant en euros. Si quand vous faites un local technique au milieu de la forêt, que vous décidez de l'habiller de jolies pierres de taille, ou si vous faites, enfin, vous voyez, c'est des choses qu'on n'arrivera pas à voir dans les statistiques, et c'est pour ça que assez rapidement on tombe sur la recommandation que nous on montre des endroits où ça dépasse, on met des petits drapeaux rouges en disant là il faut creuser. Et on ne sera pas probablement pas en tant que statisticien ou économiste compétent pour aller au bout de la démarche, mais c'est pour ça qu'on appelle aussi, avec une certaine modestie, il faut le dire, à mesurer, à expertiser avec des personnes compétentes. Oui. Et c'est vrai que vous en avez parlé, le domaine des transports est très important parce que c'est l'un des domaines où on a vraiment un dépassement très, très important. Maintenant, c'est peut-être justifié hein, de mille et une façons, mais ça pose la question en tout cas. Et donc, c'est l'un des premiers domaines où il faudrait vraiment aller plus loin, quoi. Hein, que ce soit l'aspect investissement dans les transports ou en tout cas les transports, hein, certainement. Marc? Oui, merci Muriel pour ce beau rapport et mes remerciements vont aussi aux collègues qui ont alimenté cette discussion. Je ne veux pas entrer sur des remarques de détails sur des questions parce que je crois de nombreuses ont été déjà posées, mais j'aimerais faire une remarque générale sur les recommandations et les conclusions. En fait, l'ensemble des conclusions et des recommandations touchent à un terme qui est l'accountability, la redevabilité. Et est-ce que nous avons au Luxembourg cette culture? J'étais dans l'audit de performance pendant 13 ans et je crois avoir l'impression que ce n'est pas dans notre culture.
Et pour faire avancer ce processus, je crois qu'il faut se rendre compte de cela. C'est d'ailleurs ce que mon collègue Olinger a suggéré. Il faut se rendre compte qu'on n'a pas cette culture de redevabilité. Et du moment où on demande aux politiciens qu'ils soient redevables, il faut le faire par rapport à quelque chose, c'est-à-dire les obliger à mettre des indicateurs de succès. Ça, normalement, quand on demande ça au genre politique, on les retrouve rarement parce que on pourra leur dire après 2 ans, cette politique-là n'a pas abouti. Et là, on est dans la culture. Je crois dans les pays scandinaves, c'est maintenant obligatoire à le faire. Et un politicien qui s'est égaré un peu pendant 24 mois et qui se fait rattraper, il n'est pas mis au pilori, mais on dit il faut reformuler la politique. Donc c'est une question de culture. Pour faire cela, il faut les obliger à mettre dans les projets de loi ou dans les différentes dépenses des indicateurs de succès. Et c'est pour cela que je suis uniquement partiellement d'accord avec l'omission de PISA ou à rejeter PISA, à la limite qu'on le fasse. Mais on ne peut pas les désengager à nous donner des indicateurs de succès. Ouais. Qu'ils en trouvent d'autres de PISA ou qu'ils en formulent. D'accord. Il faut les valider parce qu'on ne peut pas financer un grand volet de notre État sans avoir un indicateur de succès. Parce que sinon, c'est un peu la navigation. Oui, c'est un secteur très fonctionnalisé, avec ses aisances et ses avantages. Mais il faut quand même avoir quelque part un référentiel où on pourrait, le cas venir, leur poser la question. Deuxième suggestion, ce que font d'autres États, c'est la clause de revisite. On dit, on revisite vos dépenses dans 2 ans sur un medium-term review. S'il n'y a rien à signaler, on continue. Ou une clause de sunset, c'est-à-dire on le fait pendant 2 ans. Si ce n'est pas prouvé que c'est efficace, on annule cette dépense. Et c'est pour cela, et je crois que ça a été dit, est-ce l'obligation d'une Cour des comptes luxembourgeoise, où je crois que la loi ne l'autorise pas pour l'instant, il faudrait reformuler la loi de la Cour des comptes luxembourgeoise, la mettre à jour pour le 3e millénaire, ou est-ce que ça revient à l'IGF, à créer un département de gestion des indicateurs de performance, voire des audits de performance pour statuer, est-ce qu'il y a eu de la valeur pour la dépense par rapport à l'indicateur formulé. Et je crois que ça doit être une partie de la conclusion qu'il faut appréhender et gérer ce changement de mentalité. Parce que les ressources publiques vont baisser dans les années à venir et les défis vont augmenter. Donc l'efficience est de mise. Insister sur cette idée d'indicateur serait intéressante, c'est s'inspirer de ce pays. Enfin, je le disais tout à l'heure, mais ça confirme d'autant plus. C'est une Pas de souci. Merci donc aussi. Je me rallie aux félicitations sur cette étude qui est bien rédigée, intéressante à lire, assortie de jeux de mots, comme on le sait, de la part de Muriel. Donc c'était très agréable. J'ai presque tout lu. Je ne vais pas parler des conclusions, c'est pas de mon ressort. Il y a une chose qui m'a interpellé le plus, c'est la façon de passer de la dépense par rapport au PIB à la dépense par rapport au RNB. Je vois l'idée. Ce que tu as fait, Muriel, tu as pour 3 fonctions, donc tu as enlevé la part échue aux frontaliers, échoyant aux frontaliers, donc c'est la santé, c'est le transport et c'est l'enseignement. Et après, il y a d'autres fonctions, j'en cite une, c'est la défense, l'ordre et la sécurité, où tu as dit il n'est pas possible d'approprier individuellement cette part de dépenses, donc je ne la retire pas du numérateur. Moi, je trouve que c'est pas correct parce que les frontaliers participent quand même largement à la vie, je dirais, sociale, associative, sportive. Ils font leurs courses, ils vont au cinéma, ils profitent aussi, on va dire, de l'ordre intérieur.
Donc, à mon avis, il aurait fallu imputer quelque chose et bon, je ne veux pas parler des autres fonctions. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est les pouvoirs locaux. Donc, tu as carrément dit qu'aucune dépense n'est effectuée au niveau des administrations locales qui bénéficient aux frontaliers. Je trouve ça trop réducteur, surtout dans une perspective de commune frontalière. Et au Luxembourg, presque chaque commune est frontalière. J'aurais aussi bien voulu voir un graphique où tu montres d'une part ces dépenses que tu lis aux frontaliers, donc tu les calcules et ça c'est ton mérite, je trouve ça intéressant, tu fais vraiment une analyse quantitative sur cette base et tu aurais quand même, à mon avis, dû montrer aussi la hausse de la part des frontaliers dans l'économie parce qu'elle croît énormément et j'ai plutôt l'impression que les dépenses que tu as calculées qui sont imputées aux frontaliers ne croissent pas si vite. Tout ça pour dire que je trouve que, bon, pour le connaître quand même très bien, notre cher PIB, il est très volatile, il a beaucoup de défauts, il a le mérite d'exister, il a beaucoup d'avantages aussi, mais on ne peut pas tout rapporter au PIB. Et bon, tout rapporter au RNB, je trouve quand même que ce n'est pas non plus la bonne solution, parce que la moitié de la différence, tu l'as dit, je crois, entre le PIB et le RNB est due au revenu de capital qui sortent et qui entrent. Tu n'en as pas parlé du tout. Les gens qui viennent investir ici et donc qui rapatrient leurs bénéfices, ils profitent aussi de l'ordre et de la sécurité intérieure. Donc tout ça, c'est une réflexion que je trouve qui est un peu omise. Moi, ce que je trouve bien fait, c'est la dépense par tête, hein, où il faudrait peut-être plus réfléchir qui sont vraiment les bénéficiaires. C'est peut-être pas seulement la population, c'est peut-être aussi l'emploi. Ça, c'est une notion que je crois que j'ai pas lue dans toute l'étude. Et voilà, et les frontaliers, on en parle chaque fois quand il y a les élections sociales. Les frontaliers ont quand même aussi leur mot à dire sur la vie politique intérieure, un peu de façon indirecte, en participant aux élections sociales. Donc il y a quand même une dimension politique et les complètement enlever du processus qui élabore les dépenses publiques, je trouve que c'est trop réducteur. Pour le reste, félicitations et l'étude a le mérite d'exister et j'espère aussi dans une certaine mesure qu'elle va susciter d'autres débats comme tu le souhaites, comme vous le souhaitez aussi. Merci, merci Ferdi, merci beaucoup. Pour ce qui est des frontaliers, euh, oui, donc tu parles d'une réimputation, notamment pour la défense et peut-être certaines dépenses des pouvoirs locaux, calculer une clé globale pour tenir compte du fait quand même que les frontaliers bénéficieraient un peu de ça aussi. Ben, ça a été fait d'une certaine façon, mais pour la catégorie COFOG des dépenses de fonctionnement, où là j'avais un peu une logique comme celle-là finalement, un peu parallèle à ça, où je me suis dit, tiens, il bénéficie quand même d'une certaine façon des dépenses de fonctionnement, donc je vais imputer sur base du poids pondéré dans le reste des dépenses. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour la défense, hein, parce que là, je me suis dit, c'est vrai que c'est quasiment une question philosophique qui se pose, hein, c'est dans quelle mesure il profite des dépenses de défense du Luxembourg. Enfin, tu vois, c'est très indirect. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Et pour les pouvoirs locaux, oui, c'est vrai que dans le texte, je dis quelque part que je ne l'ai pas fait. C'est pas tout à fait vrai parce que, comme je le dis, via les dépenses de fonctionnement, s'il y a des dépenses de fonctionnement imputables aux pouvoirs locaux, là, j'ai quand même réimputé une petite partie malgré tout. Mais bon, je dois dire que si je complétais dans la direction que tu annonces, je n'ai quand même pas l'impression que ça bouleverserait quand même le poids. J'ai pas l'impression que je passerais de 14 à 20% ou quelque chose comme ça, que ce serait une petite augmentation. Et comme je dis, c'est un peu parfois philosophique comme question. Euh, oui, l'évolution du poids de l'économie. Bah, oui, j'ai donné l'évolution donc du nombre, enfin du pourcentage de frontaliers dans les dépenses. Ça va de 10,8 en 2005 à 13,7% en 2022. Alors comme tu le dis, c'est vrai que ça n'augmente pas beaucoup. On pourrait quand même être un peu surpris. Mais en fait, c'est aussi lié un petit peu à un effet au fait que certaines dépenses, ben, celles de pension, sont quand même très rigides, hein, pour des raisons évidentes. On sait quand même tous très bien que ça va quand même finir par apparaître et que les 14%, ils sont condamnés à augmenter. Et même si le nombre de frontaliers plafonnait, ce qui n'est pas le cas, mais plafonnait à partir d'aujourd'hui, on sait très bien que les 14% vont ne fût-ce que du simple fait des pensions, parce que là, ça va commencer à jouer, hein, ça va jouer très fortement apparemment. Et donc les 14% vont quand même très fortement augmenter, mais c'est vrai que jusque maintenant, ça ne s'est pas encore tellement manifesté en raison de cet effet d'inertie. Et c'est pour ça que si on calcule les ratios de PIB actuellement, ça biaise complètement la situation. Peut-être que dans 30 ans, ce ne sera plus tellement le cas, parce qu'il n'y aura plus une telle disproportion
entre le RNB, la composition du RNB, résident, non résident, et puis celle des dépenses, que ce ne sera plus aussi marqué que maintenant. Pour ce qui est du... Oui, donc ça, effectivement, j'avais dit, le PIB, il y a 30% de non-résidents, donc c'est les revenus du travail et du capital aussi. Et c'est vrai que le revenu du travail, donc les frontaliers, j'ai réimputé dans les dépenses. Et c'est vrai que je ne le fais pas pour la partie capitale, c'est parce que je suis pas. D'abord, c'est hyper difficile à faire. Et puis ensuite, c'est parce que je suis parti de l'idée que c'était quand même sans doute assez faible. Hein, par exemple, si un Américain va investir dans un fonds luxembourgeois, enfin, je ne vois pas tellement par quel biais ça influe, hein, fait par ordinateur, enfin, je ne vois pas tellement par quel biais ça va quand même beaucoup influencer les dépenses publiques luxembourgeoises. Mais tu as raison qu'on pourrait peut-être avoir des cas qui sont un peu opposés et qu'on pourrait peut-être réimputer aussi une partie dans les frais généraux, par exemple. Mais c'est difficile de voir comment on pourrait le faire. Et j'ai pas l'impression non plus que ce serait massif. Mais sinon, conceptuellement, ta remarque est tout à fait pertinente. Mais merci d'avoir lu en détail. Hein. Très bien. Y a-t-il encore des questions ou des remarques, Monsieur Wiener? Juste une petite remarque sur la nécessité de faire des indicateurs, de faire des calculs sur le résultat des lois, sur comparer ce qui est le résultat de la loi et avant. Il faut quand même être très prudent, et c'est une des raisons pour laquelle on était jusqu'à présent toujours très prudent au ministère des Finances, c'est que si on veut étudier, par exemple, la budgétisation par programme, par objectif, la première chose, c'est qu'il faut engager du personnel. Donc, d'abord, on commence par augmenter les dépenses, après, on aura des résultats. Je pense que la Cour des comptes a parfaitement légalement le droit de contrôler ce qu'elle veut. Elle a une mission très générale, sauf qu'elle ne contrôle pas les communes, qui évidemment échappent. Voilà. Bon. Mais pour le reste, il faut être prudent parce qu'on constate quand même les dernières années qu'on multiplie les observatoires qui engagent du personnel, qui font des études. Il faut aussi, là, être économique et ne pas faire trop d'études. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire ponctuellement pour des lois importantes, pour les grands investissements, mais il ne faut pas en faire trop. La France, par exemple, a aussi une budgétisation par programme, ça n'empêche pas un gros déficit. Je veux juste apporter une nuance. Je crois le souhait ou l'obligation d'avoir des indicateurs, elle doit être de mise pour chaque champ politique. À faire un audit par après pour vérifier que ça aboutit, ça c'est encore une autre chose. Et je crois que tu disais bien, le ministère des Finances devrait recruter du personnel à le faire, et tu renvoies la balle à la Cour des comptes luxembourgeoise, elle va te dire la même chose, elle a besoin du personnel. Je crois qu'il faut quelqu'un qui agisse au nom du Parlement, et c'est pour cela que ça touche à la gouvernance. La Cour des comptes est un agent où elle sert le Parlement. Pour l'instant, c'est l'IGF qui est un organe de l'exécutif pour vérifier si l'argent a été bien dépensé. Donc c'est une question de gouvernance. Où on loge un tel service à le faire. Donc pour les indicateurs, je crois que ça doit être, dans nos conclusions, ça doit être obligatoire, que le politique qui met en œuvre une nouvelle politique soit conscient à quoi il veut aboutir. Non seulement l'objectif c'est peut-être d'avoir que tous les enfants sortent de l'enseignement secondaire, mais l'indicateur de performance est est-ce que les sortants du système scolaire luxembourgeois arrivent à être acceptés dans une université à l'étranger. Parce que sinon on donne le bac à tout le monde et après on va voir ce que ça donne dans un deuxième round. Donc l'indicateur auquel on doit se résumer, c'est un indicateur de succès. Ce n'est pas uniquement un objectif qu'on se donne, on doit pouvoir le vérifier. Mais je suis d'accord avec toi, il faut investir dans du personnel pour pouvoir le faire. Il y a beaucoup de garde-fous pour l'instant, et je crois que si on entre dans un ère où les ressources financières deviennent plus rares, c'est là où on doit investir, et peut-être qu'il faut réduire alors les investissements à un autre endroit. Je ne sais pas si ça appelle énormément de commentaires, mais c'est vrai que là, bon, l'évaluation, le contrôle, ça, c'est des notions aussi cousines mais distinctes. Et l'évaluation au sens large, ça peut aussi être fait par des organisations
universitaires de leurs propres chefs, par des organismes statistiques ou par des think tanks qui peuvent aussi contribuer à voilà, au développement de cette culture. Et évidemment, ça peut aussi dépasser peut-être le cercle purement gouvernemental. Et je n'ai pas vu de questions en ligne. Est-ce que j'ai manqué peut-être des mains qui se seraient levées? Non? Très bien. Est-ce qu'il y a encore des commentaires ou des questions pour les personnes dans la salle? Alors, peut-être un mot alors pour tous vous remercier. Alors, j'imagine qu'il y avait encore plein d'autres choses qu'on aurait pu tirer de cette étude. On a aussi eu d'ailleurs il faut dire que certaines des discussions qu'on a eues là aujourd'hui, on les a déjà un petit peu eues avec Muriel aussi quand on a élaboré l'étude sur les imputations, passer du ratio PIB-RNB, ça implique beaucoup de choses. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre participation et vos commentaires. Je rappelle aussi que, en tant que laboratoire d'INE, nous sommes aussi une plateforme qui peut aussi vous servir à vous toutes et tous, si vous souhaitez vous exprimer pour écrire des billets, des commentaires sur notre site internet est également ouvert à cela. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées de contribution pour réagir à ces propos. Pour ce qui concerne, je parle peut-être au nom de Muriel, mais pour ce qui concerne les précisions sur la méthodologie, l'accès aux données, évidemment, on n'a rien à cacher, tout est diffusable, toutes ces données sont publiques et les calculs qui ont été faits seront publics si vous le souhaitez également. Nous sommes également très ouverts à cela. Et il me reste à vous remercier une dernière fois et à vous inviter, si vous le souhaitez, pour les personnes présentes, à passer avec nous dans la salle derrière l'écran pour un petit sandwich de l'amitié et pour continuer éventuellement certaines des discussions. Merci à tous et encore bravo Muriel. Merci beaucoup. C'est bien, c'est bien.